Donc, j'ai le plaisir de vous présenter la méthodologie de la note de synthèse aujourd'hui, étant précisé que non seulement j'enseigne la note de synthèse, mais je suis passée par là aussi, puisque j'ai aussi passé le CRFPA. Et donc, j'ai aussi passé la note de synthèse en conditions d'examen comme vous, ce qui fait que je partage d'autant plus ce que vous vivez cette année. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu la méthodologie de la note de synthèse. On va en profiter pour refaire un petit point sur le sujet qui a été donné du coup au CRFPA cette année. Ça sera l'occasion de débriefer sur la méthodologie en même temps que du coup de l'appliquer de façon concrète, on va dire, cette méthode de la note de synthèse. Et donc, voilà un peu pour le programme de cette soirée. Alors, déjà, la note de synthèse, je ne sais pas si tout le monde en a fait. Vous avez tous déjà fait une note de synthèse? Est-ce qu'il y en a qui n'en ont jamais fait, qui sont ici présents? Je ne sais pas, j'ai pas tout le monde. Pour participer, après, c'est compliqué, il y a pas mal de monde. Alors, du coup, la question, c'est un peu de comprendre ce que c'est que cet exercice et à quoi ça sert avant de pouvoir expliquer un peu la méthodologie. Alors, attendez, j'essaie juste de l'avoir en format PDF. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est comme ça, je suis désolée, j'espère que ça ne va pas sauter tout le temps. Hop. Sinon, je vais vous le mettre comme ça. Hop. Alors là, vous voyez en présentateur. Attends, hop, pardon. Voilà, j'espère que ça va fonctionner comme ça. Alors, donc du coup, on va commencer par expliquer, pardon. Hop, hop, excusez-moi, je me remets au début. Voilà. On va commencer à expliquer finalement pourquoi est-ce qu'on vous donne la note de synthèse au CRFPA. Qu'est-ce que c'est que cette note de synthèse et comment faire une note de synthèse? Alors déjà la question pourquoi la note de synthèse au CRFPA? J'ai envie de vous dire pour éliminer le plus de monde possible peut-être. Il y a peut-être un petit peu de ça, je ne sais pas exactement. Sur la note de synthèse, l'idée en fait c'est de vous permettre d'appréhender un grand nombre de documents et de retranscrire tous ces documents que vous allez lire en une note qui doit être du coup structurée, synthétique, évidemment claire et juridique, et le tout en étant structuré en un plan en deux parties, deux sous-parties, éventuellement deux sous-sous-parties, on en reparlera tout à l'heure. Donc l'exercice consiste à lire beaucoup d'informations et de le retranscrire sur un schéma qui est assez contraint. Pourquoi on vous donne cet exercice? Que finalement, quand vous serez stagiaire avocat, il est tout à fait possible que du coup, on vous demande de faire une petite note sur un sujet juridique donné pour préparer un dossier pour un avocat. Et donc, effectivement, cet exercice de note de synthèse, vous serez amené à le faire régulièrement sur des sujets de droit précis pour pouvoir préparer le travail d'un avocat avec lequel vous travaillez sur des conclusions ou pour une plaidoirie ou une note, une consultation pour un client, etc. Donc il y a cette première approche-là, où effectivement pour des recherches juridiques, ça peut être utile. Aussi parce que c'est important de savoir lire beaucoup d'informations et de savoir, d'arriver à comprendre la substance juridique de chaque information que vous allez lire et d'avoir cette capacité à extraire des notions juridiques sur des sujets qui ne sont pas forcément de votre domaine de compétence, puisque la note de synthèse peut porter sur plein de thématiques différentes. Donc vous allez être sur des sujets qui ne sont pas forcément votre cœur de métier. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir traiter de sujets de droit qui ne sont pas forcément de votre compétence, mais en ayant des documents, d'en faire ressortir l'essentiel.
Après, ce que je vous disais un peu en rigolant tout à l'heure, c'est aussi un exercice qui a sa vertu éliminatoire, puisqu'il est évident que si vous n'avez pas préparé le CRFPA et que vous arrivez les mains dans les poches, l'exercice de note de synthèse est assez radical, hein. Vous ne pouvez pas réussir une note de synthèse si vous ne vous êtes pas préparé à l'exercice. Donc, ça permet aussi d'éliminer un certain nombre de candidats qui ne se sont pas préparés suffisamment et qui n'ont pas... voilà, qui n'ont pas passé des heures comme vous en aurez passé sur ces copies de notes de synthèse. Alors, pour reprendre tout ça, pourquoi la note de synthèse? Donc, les textes évoquent un exercice de note de synthèse en 5 heures. Donc, ça, vous le savez, ça paraît hyper long. Alors, ce qui est assez fou, hein, c'est que quand on vous dit 5 heures sur une copie, ça paraît extrêmement long. On se dit, oh là là, j'arriverai jamais à tenir 5 heures sur ma chaise à traiter d'un sujet. Et en fait, vous verrez qu'à la fin, vous avez envie de tuer père et mère pour pouvoir continuer à finir votre note de synthèse et que vous êtes prêt à tout pour pouvoir avoir quelques heures supplémentaires. C'est assez fou de dire qu'on est capable de tenir aussi longtemps sur une copie et sur un exercice. C'est vrai qu'au départ, c'est impressionnant, mais vous verrez qu'à la fin, souvent, ça paraît insuffisant comme nombre d'heures et on est prêt à rester encore quelques heures assis pour pouvoir terminer. Donc l'idée, ce que je vous disais, la note de synthèse permet d'apprendre à lire un nombre important de pièces, de documents divers et variés, donc un peu aussi comme un pénaliste hein, qui consulterait le dossier pénal de son client. Alors moi, je ne suis pas du tout pénaliste, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément les réflexes du droit pénal, mais ça se rapproche aussi de cette logique-là, arriver à emmagasiner tout le dossier pénal du client auquel vous avez accès, ou quand vous faites des closings, si vous faites du droit des affaires, bah, pareil, de pouvoir lire tous les documents qui vous sont présentés et d'en retenir l'essentiel. Donc c'est vrai que la situation dans laquelle vous allez être de lire un grand nombre de documents pour vous faire une idée dans un dossier que vous allez avoir à traiter dans votre vie d'avocat, c'est des choses qui peuvent arriver dans plusieurs matières juridiques et qui effectivement, c'est important de s'entraîner à cette lecture intensive pendant un temps donné. Ça permet également de structurer sa pensée, puisque vous savez, ceux qui ont fait des notes de synthèse sont forcément rendus compte. Faire un plan sur ces documents, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. De pouvoir faire un plan qui soit bien structuré, qui soit bien clair, qui soit bien équilibré, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et une des plus grosses difficultés de la note de synthèse, c'est cette problématique du plan. Ensuite, ça permet de rédiger des notes synthétiques et neutres, puisqu'on va vous demander, finalement, c'est un peu à contre-courant de ce que vous devez faire dans votre métier d'avocat, de ce que vous ferez dans votre métier d'avocat plus tard, puisqu'on vous demande de rédiger des notes qui sont synthétiques et surtout neutres, ce qui n'est pas forcément le fort des avocats. On a parfois des conclusions qui sont un peu longues et une argumentation qui n'est jamais neutre. C'est le maître mot de l'avocat. Et c'est vrai que là, pour le coup, on vous demandera vraiment d'avoir un avis neutre voilà, comme si vous rendiez une note pour un avocat assez objectif sur la situation. Après, à charge pour lui de tirer les arguments qu'il veut tirer dans ses conclusions, mais en tout cas qu'il ait connaissance aussi des faiblesses éventuellement de son dossier. Et donc voilà, du coup, on vous dit cet exercice peut se révéler utile pour la suite de votre carrière d'avocat. Effectivement, avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est un exercice c'est important de s'entraîner à tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une note de synthèse? Comment ça se présente cette note de synthèse? Du coup, la note de synthèse, on va commencer par dire ce que ça n'est pas pour mieux comprendre ce que c'est finalement. Ça n'est pas déjà, premièrement, une dissertation, puisqu'effectivement, la dissertation consiste hop, excusez-moi. Hop, la dissertation consiste à finalement traiter un sujet de droit vraiment précis et donc du coup de faire part de vos connaissances personnelles, d'étayer ces connaissances personnelles et d'aller au bout du sujet par votre propre opinion et vos connaissances sur la matière. En l'occurrence, dans une note de synthèse, on ne vous demandera jamais de faire état de vos connaissances personnelles. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'exercice. Vous pourrez y aller les mains dans les poches la veille de l'épreuve. Moi, souvent, je conseille à mes étudiants de faire autre chose, d'aller au resto, de regarder un film, de se changer un petit peu les idées, de relire brièvement la méthode et puis de revoir les points de méthode sur lesquels ils ont pu rencontrer des difficultés dans le cadre de leur préparation. Mais en tout cas, il n'y a rien à préparer. La veille de la réunion, vous y allez les mains dans les... La veille de la, pardon, de l'épreuve, vous y allez les mains dans les poches le jour de l'épreuve. Et la veille de l'épreuve, bah, vous devez un peu voilà, vous changer un peu les idées pour surtout y aller assez cool et vous sentir prêt pour ces 5 heures. C'est un peu un marathon, cette note de synthèse. On y reviendra. Souvent, je fais
le parallèle entre les deux. Donc, il faut surtout se préparer, être un peu détendu, entre guillemets, tout est relatif, hein, vu qu'on prépare le CRFPA, mais en tout cas, arriver assez détendu pour l'épreuve pour pouvoir attaquer ces 5 heures sereinement. Donc, ce n'est pas une dissertation, puisqu'on ne vous demandera jamais de connaissances personnelles. C'est un vrai plus de l'exercice, ce qui fait que vous pouvez traiter finalement, une fois que vous vous êtes préparé, vous pouvez traiter n'importe quel sujet. Vous êtes prêt à faire une note de synthèse. Demain, je vous donne une note de synthèse je sais pas moi, l'agriculture en France. Et ben, vous êtes capable de faire cette note de synthèse parce que vous avez appris la technique de la note de synthèse qui est la même, quel que soit le sujet qu'on va vous donner. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très, très important. Cette note de synthèse, ça n'est pas non plus un commentaire, puisque si vous devez lire tous les documents de la note et que vous devez les synthétiser, vous ne devez pas les commenter. Ça signifie que vous ne devez jamais faire état de votre avis ou de votre opinion personnelle. Vous devez toujours reprendre les idées qui sont contenues dans les documents et telles qu'elles sont contenues dans les documents. Donc, pas d'avis personnel, pas d'observation, pas de critique, pas d'argumentation, pas de point d'interrogation, pas de point d'exclamation. Il s'agit toujours de présenter les choses de manière neutre en reprenant les idées contenues dans la note de synthèse, enfin, dans l'ensemble documentaire. Et ça n'est pas non plus un résumé de texte. Si vous vous rappelez des résumés de texte que vous avez pu faire quand vous étiez au lycée, le résumé de texte, finalement, c'est un condensé d'un texte qui vous est donné. Mais dans le résumé de texte, on ne vous demande pas de structurer votre copie. Le résumé de texte, c'est quelque chose qui est assez basique, hein. Vous allez résumer un document, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas cette présentation qui est quand même une des caractéristiques importantes de la note de synthèse. Dans les recommandations de la Commission nationale à destination des jurys et des correcteurs d'épreuves sur la note de synthèse, on définit la note de synthèse comme une épreuve destinée à apprécier notamment les capacités de synthèse du candidat. La limite de 4 pages ne doit pas être dépassée, ça c'est très important. Alors après, j'ai envie de vous dire que d'un correcteur à l'autre, on va être plus ou moins souple. Moi, si je vois que la personne a une écriture assez grosse, qu'elle saute des lignes pour aérer sa copie, la rendre plus lisible, et que du coup, elle a fait 4 pages et un petit bout de la cinquième, je corrigerai la copie et je ne mettrai pas une note éliminatoire. Après, vous avez certains correcteurs qui ne s'embêtent pas. Si la copie dépasse les 4 pages, c'est terminé. Ils considèrent que c'est éliminatoire et puis c'est fini. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vraiment très attention avec cette question des 4 pages. Le mieux étant effectivement d'arriver à respecter dans le cette quantité de 4 pages en faisant attention à votre écriture. Si vous écrivez un peu gros, de vous entraîner à écrire plus petit pour cet exercice. Du coup, ce sera quelque chose qui sera à prendre en considération dans la gestion de votre temps, puisque ça va vous demander un effort plus conséquent, ce travail sur votre écriture. Et donc, il faudra potentiellement que vous preniez plus de temps pour la rédaction que peut-être vos camarades qui ont une écriture qui est plus fluide. Donc ça, ce sera à voir aussi en fonction de vos particularités à chacun. Alors, on vous dit que la qualité rédactionnelle est prise en compte, les déficiences orthographiques et synthétiques, les impropriétés de termes, l'illégance de style, les obstacles divers à la lisibilité du texte sont sanctionnés. On considère que plus que 4 fautes d'orthographe dans une copie de note de synthèse justifie un -2. On estime que plus de une faute d'orthographe par page, ce n'est pas admissible pour un exercice comme celui-ci qui est destiné à des juristes et à des gens qui quand même doivent avoir un certain niveau d'orthographe et de français. Il faut ensuite un plan apparent avec des titres concis. On y reviendra. Normalement, vos titres doivent faire une ligne, pas plus, dont la structuration est laissée à la libre appréciation du candidat. Alors, oui, il n'est pas obligatoire à recommander. Bon, là, c'est même pas la peine. C'est obligatoire de faire un plan. On ne peut pas arriver sans plan. Et enfin, on vous dit que la note de synthèse doit consister en une synthèse objective, ça c'est vraiment l'élément important, hein, cette neutralité, des éléments du dossier documentaire, et seules les informations contenues dans le dossier peuvent être utilisées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la référence avec la dissertation. Dans une note de synthèse, vous n'avez pas à faire état de vos connaissances personnelles, ce qui fait qu'on n'est pas en présence d'une dissertation et vous ne devez utiliser que les informations contenues dans le dossier. Si par exemple il y a une réforme qui a été adoptée après que la personne ait constitué le dossier de la note de synthèse et que du coup cette réforme ne soit pas dans l'ensemble documentaire, vous ne devez pas en faire état, ce qui est très frustrant, hein, mais c'est le cas. Enfin, on vous dit vraiment introduction recommandée, c'est pas recommandé, c'est absolument nécessaire. Une conclusion n'est pas nécessaire, effectivement, c'est même plutôt prohibé. Et après, on verra, excusez-moi, j'ai passé la phrase, la référence au numéro du document peut s'avérer nécessaire à la bonne compréhension de la synthèse et est recommandée. C'est pareil, c'est obligatoire, hein. Tout ce qu'ils mettent comme étant recommandé, en réalité, c'est obligatoire.
Voilà, et donc l'arrêté qui détaille les épreuves du CRFPA prévoit que l'ensemble documentaire ne devrait pas dépasser 20 documents et 30 pages, sans toutefois que ces données ne soient impératives. Il est vrai qu'on constate ces dernières années que les notes de synthèse sont plus courtes qu'avant. Depuis la réforme du CRFPA de 2016, on va sur des notes de synthèse qui sont de plus en plus courtes. Celle de 2024, qu'on va corriger tout à l'heure, était d'ailleurs assez courte. Finalement, moi, j'étais un peu surprise par la longueur de la note de synthèse. Alors, 17 documents, il y en avait quand même pas mal. Donc, effectivement, la difficulté tient souvent au fait que vous avez beaucoup de documents, mais on n'avait que 26 pages de notes de synthèse, étant précisé que vous avez 3 pages de présentation. Donc, en réalité, vous n'aviez que 23 pages de documents. C'est assez léger pour une note de synthèse. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi on était habitué auparavant. Et vous verrez peut-être que dans les corrections du CFJ, souvent vous aurez plus de documents, ce qui vous permet d'être préparé avec une quantité de documents qui est vous arrivez à tenir les 5 heures de l'exercice à mission avocat, vous n'aurez pas de difficulté à tenir l'épreuve avec 26 pages seulement dans cet exercice de 2024. On vous dit que le contenu des documents est très varié. Effectivement, vous aurez quasiment toujours de la doctrine, de la jurisprudence et des textes réglementaires. Il y a toujours un mélange de tout ça. Donc, on va trouver un peu tout type de texte assez varié. On a parfois des articles de blog, on a des avis, des recommandations, des articles de presse. On a un peu de tout. C'est assez varié. On a moins, je trouve, ces derniers temps, d'articles de presse. On est plus aujourd'hui sur des textes vraiment juridiques avec des articles de doctrine et du réglementaire et moins de documents plus faciles à appréhender qu'autrefois où on avait quasiment systématiquement de la presse un peu facile à lire. Là, c'est vrai qu'on a moins de quantité de documents, mais on sent que la note de synthèse est un peu plus technique dans le sens où les documents sont un peu plus pointus et il faut quand même arriver à bien les intégrer. Et donc, on vous dit que l'objectif est de rédiger une note de synthèse structurée avec une introduction, un plan et parent. Le devoir ne doit pas dépasser une copie double, donc 4 pages, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors voilà, je vous ai mis en exemple le sujet qui est tombé donc au CRFPA cette année, qui s'appelait donc, enfin, qui avait pour titre les restitutions. Je sais que vous avez peut-être parcouru. Alors, comment ça se passe quand on a une note de synthèse qui vous est donnée le jour de l'épreuve? La première chose que vous devez faire, c'est commencer par vous interroger sur le titre de la note de synthèse. Vous avez une note de synthèse qui porte sur les restitutions. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, j'aime bien dire à mes étudiants qu'il faut essayer de se projeter comme si finalement cette note de synthèse vous était donnée pour un oral, par exemple, si c'était au grand O, vous aviez un sujet, les restitutions orales, comment vous appréhendriez ce sujet des restitutions? Quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit? Sur quelle thématique vous iriez? Quel est le type de plan que vous avez, sur un sujet comme celui-ci? Voilà, c'est un peu l'idée. Et après, vous allez passer du temps à lire les titres des documents de votre ensemble documentaire pour essayer de voir ensuite à la lecture de ces titres quels sont les mots-clés, les termes importants qui reviennent dans ces titres de documents. Ensuite, vous ferez votre ordre de lecture et après, vous passerez enfin à la lecture du devoir. Donc, on va reprendre tout ça, hop, dans l'ordre. Donc, d'abord, l'étape préparatoire qui va être donc l'analyse du titre, le classement des documents. Ensuite, dans un deuxième temps, vous passerez à la deuxième étape qui est la lecture des documents et la prise de notes. Ensuite, la phase critique de l'élaboration du plan, la rédaction de la note et la phase essentielle, pourtant bien souvent trop négligée, de relecture qui est indispensable. On en reparlera, surtout si vous avez des petits soucis d'orthographe. C'est absolument impératif de prendre le temps de cette relecture. C'est absolument essentiel. Alors d'abord, sur le titre de la note de synthèse, l'idée, c'est d'abord d'analyser donc le sujet et ensuite d'analyser les titres des documents, qu'on vous a soumis pour la note de synthèse en question. Excusez-moi, je reviens juste en arrière pour vous remettre les documents de la note. Donc moi, quand j'ai vu le sujet, qui s'appelait les restitutions, déjà, on a été un peu surpris par ce sujet, qui est un sujet de notion. C'est vrai que c'est un peu nouveau. On a de plus en plus des sujets de notion au CRFPA, avec un sujet de notion qui n'est pas forcément ici d'une actualité majeure. Il n'y a pas eu de réforme ou voilà. C'est vrai que l'année dernière, le sujet qui portait sur les violences conjugales était beaucoup plus au cœur de l'actualité et on pouvait un peu plus s'y attendre, on va dire. Il y avait moins de surprises dans le sujet qui a été donné au CRFPA 2023 que sur le sujet de cette année qui a un peu surpris.
par la façon dont il se présentait, par son contenu. On ne s'attendait pas à ça. Après, quelque part, peu importe. Et moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Là, j'avais une étudiante qui me disait, j'essaie de penser sur quoi peut porter la note de synthèse qu'on va avoir au CRFPA. Et je lui disais, mais tu t'en fiches, en fait. Peu importe. Cherche pas à imaginer quel sera le sujet de la note de synthèse, puisque ça n'a aucune importance. Il faut se laisser porter par le contenu des documents. Quand bien même le sujet, vous l'ayez déjà travaillé, vous l'avez appréhendé, vous y avez réfléchi, ça ne vous aidera pas les synthèses. Au contraire, même, j'ai envie de dire, ça peut presque vous porter préjudice. Parce que si vous avez déjà pensé au sujet et il y a un plan potentiel, vous allez rester focus sur ce plan que vous avez en tête, qui ne sera pas forcément celui qui sera induit par les documents que vous avez dans la note que vous avez à traiter en l'espèce. Donc, il faut vraiment faire fi de tout ce que vous savez sur le sujet et vous focaliser exclusivement sur le contenu des documents et que sur les documents de la note de synthèse. Donc, moi, quand j'ai vu le sujet, les restitutions, je me suis dit, bah tiens, c'est étonnant comme sujet. Je me suis dit ensuite de quoi on va parler. Et je me suis dit finalement, sur le plan à aborder ou la façon de traiter le sujet, on a plusieurs options. Vous savez, en note de synthèse, on retrouve un peu toujours les mêmes choses. Soit on va aller sur un plan un peu basique, par exemple, régime, champ d'application, régime, mise en œuvre, voilà, principe, exception, quelque chose comme ça. Ou alors une note de synthèse qui serait plus thématique en évoquant les thèmes des restitutions, par exemple en faisant une première partie sur le pénal, un grand B sur le civil, un grand 2A sur le droit international et un grand 2B sur le droit des sociétés. Et donc, effectivement, faire comme ça quatre blocs. Alors, je les ai mis totalement dans le désordre, mais quatre blocs avec quatre thématiques. Il y a deux pistes qui sont possibles. Et donc, je me suis dit, soit je fais un plan un peu classique, domaine, champ d'application, ou soit je fais un plan thématique avec des thèmes qui reviennent sur des sujets de droit en particulier. Voilà, c'était un peu l'idée qui m'est venue quand j'ai vu cette thématique des restitutions. Alors maintenant, il faut passer à l'analyse des types de documents. Du coup, ça, c'est souvent un peu délaissé quand on prépare la note de synthèse. C'est vrai que on ne vous fait pas forcément faire cet effort de réflexion sur les titres. Pourtant, je trouve que c'est impératif et vous verrez que ça vous aide notamment dans votre ordre de lecture et dans votre lecture des documents et ensuite sur l'élaboration du plan. Donc, le document 1 s'intitulait Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, exposé des motifs, proposition de loi de Madame Catherine Morin-Desailly. Et voilà, et donc du coup, on vous dit 26 décembre 2023. Ici, le terme qui est important, c'est restes humains, puisqu'on est sur des restitutions ici qui concerneront les restes humains, et du coup, la notion de collection publique qui va avec dans ce sujet. Ensuite, le document 2, c'est des articles cette fois-ci du Code civil qui portent sur les restitutions. Ça tombe bien, c'est le sujet de la note. Le document 3, que vont devenir les biens mal acquis? Donc moi, là, en mot-clé, identifié biens mal acquis. Les bongos, bon, qu'on peut souligner, hein, puisque quelque part, finalement, on sait que dans votre copie, on devra faire référence à la famille Bongo pour vraiment retranscrire ce qu'il y avait dans ce document 3. Donc Bongo, c'est en soi aussi un mot-clé hein, qu'il faudra bien identifier. Ensuite, le document 4, c'est de la jurisprudence, un arrêt de la Chambre commerciale de 2022. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la date de cet arrêt, 2022. C'est un arrêt qui est assez récent et un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale. On verra juste en dessous qu'on a un arrêt de la Chambre criminelle de 2023, assez récent, mais Chambre criminelle. Un autre de la Chambre commerciale qui est plus ancien. Donc, est-ce que ces arrêts, finalement, est-ce qu'il y a eu un revirement de jurisprudence? Est-ce qu'on est toujours dans la continuité de la jurisprudence antérieure ou est-ce qu'on est sur tout simplement une autre thématique? Ensuite, on a un arrêt de la troisième chambre civile et un arrêt du TGI, hop, qui est vieux là, qui date de 1969. D'ailleurs, quand on lit, on voit bien que le document est assez ancien. Donc, on a finalement, ce qui est intéressant ici sur la jurisprudence, c'est que vous avez à la fois des décisions de la chambre commerciale, des décisions de la chambre criminelle et des décisions des juridictions civiles. Et donc, c'est là où ça doit nous interpeller. C'est que le sujet, on voit bien qu'il est transverse et qu'il va finalement concerner plusieurs matières, le commercial, le pénal et le droit civil. Le document 5, c'est un avis du Conseil d'État sur un projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites. Donc là, on a la spoliation et le contexte des persécutions antisémites, qui sont les deux mots clés essentiels de ce document. Le document 7, je passe le 6, du coup on l'a évoqué. Le 7 qui est donc relatif à des articles du Code de procédure pénale. Donc il faudra parler donc de la procédure pénale et donc évoquer ici dans le volet pénal.
Le document 8, qui est un arrêt de la CEDH de 2005, alors qui est assez ancien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est une décision qui a été rendue par la CEDH. Donc, est-ce qu'il y a un volet de droit de l'homme? Est-ce qu'il y a un volet de droit international? La question se portera du coup de la portée de cette décision et de cet arrêt par rapport à la note de synthèse du coup sur les restitutions. Le document 11, c'est une proposition de résolution visant à restituer au peuple libanais les biens mal acquis. Donc, on retrouve cette notion des biens mal acquis qu'on a une deuxième fois saisie par la justice française. Et là, on vous dit que c'est dans le cadre des crimes de corruption et de blanchiment d'argent. Donc, on a le cadre ici avec le blanchiment d'argent et la corruption, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Ensuite, le document 12, c'est cet arrêt de la Chambre civile, la troisième Chambre civile. Le document 13, qui est donc un extrait, un article du Code des procédures civiles d'exécution. Le document 14, les défis posés par la restitution à l'Afrique des biens culturels. Alors là, il y a quasiment tout, hein. Bon, défi, on aurait pu l'enlever. Mais la restitution des biens culturels pillés durant la colonisation. Le document 15, c'est un article du Code civil. Ensuite, un autre article du Code civil. Et enfin, un document extrait d'une doctrine sur le droit de la famille. Et ensuite, une dernière décision rendue cette fois-ci par un... Hop, alors excusez-moi, tac, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc voilà un peu pour l'analyse de ces types de documents. Donc vous voyez que c'est assez varié et c'est intéressant de voir sur quoi portent les documents et quelles sont les thématiques qui sont abordées dans ces documents et les mots-clés qui ressortent à la lecture des titres des documents de la note. Alors je reprends, on s'en était arrêté, tac, hop là. Donc, vous voyez, du coup, sur les idées qu'on a à la lecture des documents, moi, les mots-clés que j'ai identifiés, c'est tous ceux qu'on a lus ensemble, hein, avec les biens mal acquis, la question des restes humains, les restitutions des biens culturels, la question l'aspect droit civil, droit pénal, procédure pénale. Tout ça, ça fait partie des idées qu'on a développées. Sur le plan, cette lecture des mots-clés, ça m'a un peu confortée dans l'idée que le plan pouvait être présenté de deux façons différentes, soit vraiment un plan domaine-régime, domaine des restitutions, régime des restitutions, soit un plan thématique avec le volet pénal, le volet civil, etc., ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les deux me sont venus à l'esprit. J'étais plus partie au départ pour un plan thématique. Après, on y reviendra. Finalement, c'est une solution que j'ai écartée parce que je trouvais que déjà, c'était pas très joli comme plan. Et ensuite, parce que ça ne me permettait pas de traiter bien le sujet dans sa globalité. Du coup, c'est pas l'option que j'ai choisie, mais on s'en reparlera tout à l'heure. Alors, sur l'ordre de lecture, vous savez que vous devez classer vos documents et de faire un ordre de lecture pour vos documents. Et donc, cet ordre de lecture, il est indispensable pour essayer de gagner du temps sur votre lecture de la note de synthèse. Donc, c'est important de bien faire votre ordre. Alors, donc cet ordre de lecture, il faut le faire. C'est important pour avoir pour lire les documents dans le bon ordre et essayer de gagner du temps sur votre lecture. Après, c'est vrai que sur un sujet comme celui-ci, c'était pas forcément évident d'avoir un ordre de lecture qui soit approprié, puisque finalement, on n'avait pas tellement de documents. Comme c'était assez éparpillé, je trouve que l'ordre de lecture linéaire qu'on utilise d'habitude n'était pas forcément pertinent ici sur cet exercice, et que du coup, on pouvait choisir un ordre de lecture plutôt thématique dès qu'on avait lu les titres de documents, on pouvait essayer de les rassembler ensemble par thème, puisqu'il y avait vraiment des thèmes qui ressortaient. On voyait bien qu'il y avait cette question des biens mal acquis, on voyait bien qu'il y avait ce volet pénal, ce volet civil. Donc on pouvait essayer de les rassembler par thème, ce que j'ai un peu essayé de faire dans les grandes lignes, puisque c'est juste avec les titres des documents, c'est pas forcément facile de faire un ordre de lecture qui soit le plus pertinent. Mais c'est vrai que dès le départ, j'ai essayé de classer ces documents plus par thématique que sur l'ordre de lecture que j'utilise d'habitude. Alors, sur l'ordre de lecture habituel, et après je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait autrement. L'ordre de lecture habituel, c'est qu'en principe, on vous dit de commencer par la presse, puisque c'est des documents qui sont faciles à lire, qui sont destinés à un public de non-sachants, voilà, à monsieur tout le monde, et qui sont des documents qui sont beaucoup moins juridiques et beaucoup moins pointus que par exemple des articles de doctrine. Donc on commence par la presse, ensuite on lit la doctrine, ensuite on va lire la jurisprudence et les textes normatifs. L'ordre de lecture qui est conseillé, c'est de commencer par les documents les plus récents et en allant vers les documents les plus anciens.
Pourquoi cet anachronisme? Parce qu'en général, dans les documents récents, vous avez souvent une petite présentation de l'évolution du droit ou de l'évolution de tel ou tel point. Et donc, c'est vrai qu'on a une sorte de petit récap hein, dans les documents récents sur ce qui s'est passé avant. Et donc, on gagne en général beaucoup de temps à commencer par les textes plus récents et de finir par les textes les plus anciens. Donc voilà comment on fait cet ordre de lecture. L'ordre de lecture, si vous voulez, c'est que du plus, hein, c'est pas une obligation. Personne ne va regarder vos brouillons pour voir quel ordre de lecture vous avez adopté. C'est vraiment que du plus. C'est pour faciliter la lecture et essayer de gagner du temps sur ce temps de lecture. Mais si vous lisez les documents dans leur ordre d'apparition sur votre ensemble documentaire, ça fonctionne aussi, hein. Il y a pas, c'est pas impératif d'avoir cet ordre de lecture. Et même si vous n'avez pas le même ordre de lecture que le mien, ça n'a aucune importance puisque c'est que pour vous aider. Donc là, en l'occurrence, j'ai quand même essayé de commencer donc, par les articles de doctrine ou les propositions de loi, de résolution que j'ai mis ensemble. C'est pour ça que j'ai commencé par le document 1, le document 3 sur les biens mal acquis. Ensuite, le document 11, du coup, qui évoquait la question aussi des biens mal acquis. Donc c'est pour ça que j'ai fait le parallèle et que je les ai mis ensemble. Ensuite, je suis passée au document pardon, 5 qui portait sur les biens culturels. Donc en plus, ça paraissait assez logique de les évoquer ensemble. Le document 5, toujours sur la restitution de biens culturels. Donc on est toujours sur la même thématique. Le document 6, pardon, un article de doctrine donc en droit de la famille. Le document 6, ensuite je suis passée au document 6, qui était un arrêt de la chambre criminelle. Le document 8, l'arrêt de la chambre commerciale. Pardon, le document 4, pardon, l'arrêt de la chambre commerciale. Le document 12, l'arrêt de la troisième chambre civile. Le 10, l'arrêt de la chambre commerciale. Voilà, le 8, qui était l'arrêt de la CEDH. Et ensuite, le 18, le jugement du TJ de Paris, là, qui était assez ancien. Le 2, qui était les articles du Code civil. Et ensuite, les articles du Code de procédure pénale, Code de procédure, des procédures civiles d'exécution. Et j'ai fini enfin par les articles du Code civil. Tac. Donc, sur la prise de notes, moi, je vous conseille la technique du tableau pour cette prise de notes, pour simplifier votre prise de notes. L'idée, c'est de faire un petit tableau qui va synthétiser vos notes sur votre copie. Alors, non seulement moi, j'utilise la technique du tableau, mais en plus, j'ai l'habitude, je ne sais pas si vous voyez, mais de plier mes feuilles de brouillon, ce que je trouve très pratique. Prenez des feuilles de brouillon A4 et vous les pliez en deux pour avoir une prise de notes qui soit plus sur moins de pages, parce que vous verrez que vous prenez rapidement beaucoup de notes et qu'il y en a partout. Alors moi, étonnamment, sur cette note de synthèse, j'ai pas pris beaucoup de notes. Là, j'ai pris 4 pages de notes. C'était assez concis, parce que les documents, la note était assez courte, comme je vous le disais. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de notes sur cette note de synthèse. Mais le principe, normalement, c'est de prendre vos notes sur ce brouillon avec, dans ce tableau, le numéro du document, évidemment, la nature et la date du document, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la nature du document, vous savez si vous pouvez prendre un peu de recul sur ce document. Si vous avez un article de presse, il est possible que l'article de presse soit assez engagé, que la personne fasse état de son avis personnel, etc., que le propos soit pas très juridique. Et c'est important que vous ayez en tête la nature du document pour prendre du recul par rapport au document qui vous est proposé. La date aussi, surtout quand on a des projets, des sujets qui traitent par exemple d'une réforme, c'est important d'avoir la date. Est-ce que le document se situe avant, après cette réforme? Du coup, c'est un point à prendre en considération sur votre lecture. Et évidemment, le gros de votre tableau, c'est le résumé du document. Ensuite, vous gardez une colonne que vous n'utiliserez qu'à la fin, qui permettra de lister les mots-clés auxquels se rapportent les notes que vous avez prises. Et puis éventuellement, une dernière colonne que j'appelle la colonne renvoi, qui peut servir quand dans votre lecture, vous vous apercevez que le document traite d'un sujet ou vise un arrêt qui est par ailleurs dans l'ensemble documentaire un peu plus loin. Et vous pouvez tout de suite faire un renvoi entre ces deux documents. Comme ça, au moment de votre rédaction, vous pourrez vous appuyer conjointement sur ces documents ou les citer ensemble quand vous ferez vos références aux documents. Donc c'est vrai que cette colonne renvoi, elle est assez utile aussi. Elle n'est pas systématiquement proposée, mais elle est assez utile. Alors, cette technique du tableau synthétique qui va recenser le contenu des documents, c'est la technique que je vous propose qui me paraît être la plus pratique pour cet exercice de notes de synthèse et qui permet de ne pas faire de hors-sujet. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, parce que pour vous, c'est pas clair, parce que c'est trop long, vous n'arrivez pas à gérer votre timing, parce que dans votre construction, ça ne colle pas avec votre façon de réfléchir et de travailler sur des sujets, il y a d'autres méthodes qui existent, hein, notamment
la méthode qui consiste à déterminer, un peu comme on a fait tout à l'heure, les mots-clés qui sont présents dans le dossier et donc faire une page de brouillon par thématique que vous avez identifiée. Par exemple, une page sur les biens mal acquis, une page sur le pénal, une page sur l'aspect commercial, etc., etc. Et donc, d'identifier dès le départ, comme on l'a fait en analysant les types de documents, les grands thèmes que vous avez identifiés et donc de faire un brouillon par thématique que vous avez identifié. C'est une méthode qui marche bien, qui sur cette note aurait été, je pense, très efficace, même peut-être plus efficace que la technique du mot-clé, mais qui n'est pas toujours adaptée en fonction des notes de synthèse que vous allez avoir. Sur d'autres sujets de notes de synthèse, ce sera moins pertinent d'utiliser cette technique parce que parfois les titres des documents peuvent vous induire en erreur en vous laissant penser qu'il y a une sous-partie sur telle thématique, alors qu'en réalité, à la lecture du document, c'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est une méthode qui a ses avantages, mais qui peut conduire à des hors-sujets et qui, du coup, il faut manier avec un peu plus de précaution que la technique du tableau, qui est un peu plus longue, je pense, dans la démarche, hein, puisque vous passerez un peu plus de temps sur l'élaboration du plan et de la rédaction, mais qui a le mérite d'éviter un hors-sujet. Donc après, vous pouvez aussi utiliser les deux techniques. Ce qui est assez intéressant à Mission Avocat, c'est que vous aurez deux enseignants hein, sur les corrections de notes de synthèse, donc moi et Laurent Malka. Il s'avère que Laurent Malka utilise l'autre technique de prise de notes et je trouve que c'est assez intéressant pour les étudiants de voir les deux façons de travailler et du coup de tester les deux méthodes et de voir quelle est la méthode qui est la plus adaptée à leur profil. Après, moi, je suis toujours ravie d'échanger avec vous, donc si vous avez des difficultés sur la méthode, sur la gestion du temps, sur quoi que ce soit, on peut en parler. On a le temps pendant les conférences de correction d'échanger. On est aussi disponible par message. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et on voit, on s'adapte. Il faut que vous soyez à l'aise sur la méthodologie pour que vous vous appropriez vraiment cet exercice et que vous fassiez à votre façon. Le tout est de tenir les 5 heures et de rendre une copie qui soit propre au bout de ces 5 heures. La façon dont vous travaillez, peu importe, et c'est à nous d'adapter cette méthode pour que vous soyez le plus à l'aise possible et on est là pour ça. Donc, sur la prise de notes, c'est la partie vraiment un peu réverbative de cette note de synthèse. Il faut prendre des notes sur tous les documents du sujet. C'est assez long, évidemment, c'est la partie assez ingrate de l'exercice et faire une petite synthèse de chacun des documents qui sont contenus dans la note. Donc là, je les ai pris en tenant compte de mon ordre de lecture à moi. À vous de voir en fonction de votre ordre de lecture, hein, ça ne pose pas trop de sujets. Alors, du coup, on va commencer par le document 1. Le document 1 qui portait donc sur la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Donc, il y avait toute une question liée, enfin, tout un développement lié à la question du respect du haut corps, le respect du corps humain après la mort, etc. Vous savez qu'il y a eu, que ça a été légiféré il y a quelques années et qu'effectivement, on a aussi le respect dû au cadavre. On vous parle de la nécessité de l'intervention du législateur et toute la procédure à respecter. Alors moi, j'ai pris beaucoup plus de notes que ce que j'ai mis là, sur le support, hein. J'avais mis des développements sur la proposition de loi qui était projetée, sur les conditions de cette restitution qui pouvaient être mises en œuvre, etc. Toute la complexité de ces restes humains qui appartiennent au domaine public. Et donc, il faut organiser la sortie du domaine public et la restitution avec la nécessité d'avoir une loi qui accompagne la sortie de ces restes humains hein, qui sont dans les musées et de savoir ce qu'on en fait. Ensuite, on avait un deuxième document qui portait sur la restitution donc, des biens mal acquis de la famille Bongo, biens mal acquis donc, par la famille du président du Gabon. On considère qu'il y a tout un patrimoine immobilier qui a été frauduleusement acquis en France, estimé à 85 millions d'euros sur 28 biens. Et donc, voilà, qui a été acquis par de la corruption, des détournements de fonds publics, etc. Et il y a une proposition qui a été émise par le Parti communiste de transformer ces appartements en logements sociaux. Et donc, on vous explique qu'il y a une procédure en France hein, pour ces biens mal acquis qui doivent retourner au pays d'origine via un fonds de solidarité et la mise en place d'un programme d'aide au développement. Voilà, à peu près ce qui était dans ce document. Ensuite, on avait le document 11 qui portait sur la volonté de restituer au peuple libanais les biens mal acquis suite à de la corruption et du blanchiment d'argent. Et donc, on a une proposition de résolution qui a été soumise ici, donc avec l'idée de restituer ces biens sous forme de fonds de solidarité.
voilà, une proposition de loi avec une loi qui date du 4 août 2021 et donc une proposition pour réformer ce texte. Ensuite, on avait le document 5, qui était un avis du Conseil d'État sur le projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites. Et donc ici, effectivement, c'est pareil, c'est la question de la restitution de ces biens à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit. Ensuite, le document 14, qui était donc la question de... hop, oui, pardon, le live sera disponible en replay, pardon, pour Alix, hein, excusez-moi, j'ai vu que vous étiez arrivé tardivement, c'est vrai que c'est pas facile de prendre la conférence en cours, je suis désolée. Mais bon, vous pouvez rester, hein, cela étant, on a présenté le début, vous verrez le replay pour le reste. Donc voilà, ce document 14 sur les restitutions des pièces conservées en France après le pillage des colonies, j'ai trouvé très intéressant sur le fait qu'il y avait quand même 90% du patrimoine, on vous dit national, des pays d'Afrique qui sont dans des musées qui ne sont pas sur le continent africain. Et donc effectivement, on leur a quand même enlevé leur histoire culturelle. Et donc la question, encore une fois, se pose de savoir ce qu'on peut faire de ces biens et comment on peut les rendre aux pays africains concernés. Et donc on dit qu'il y a aussi ici la nécessité d'une loi cadre pour pouvoir assouplir le mécanisme et pour pouvoir restituer ces biens. Alors, je suis désolée, cette étape-là est un tout petit peu fastidieuse. Je me permets juste de les lire pour que vous voyez un petit peu le contenu des documents et qu'on soit un peu sur un pied d'égalité après pour réfléchir à cette méthodologie. Ensuite, on avait le document 17 sur la restitution des cadeaux offerts dans la perspective du mariage. Alors, ce document, il tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai trouvé. C'était l'hypothèse où vous offrez une bague de fiançailles à votre cher et tendre et que finalement, cette personne ne souhaitait plus se marier avec vous. La question se posait de la restitution de ce bien. On considère que si c'est un bien de famille, la restitution est due. Qu'en revanche, si c'est un bien d'une valeur assez élevée, on considère aussi qu'elle est due, mais c'est vrai que le régime était un peu moins clair. Donc là, on passe sur un tout autre sujet. Ça n'a plus rien à voir avec les biens mal acquis et les biens situés dans les musées. On passe à une thématique qui est vraiment totalement différente. Ensuite, on avait le document 6 qui portait sur les restitutions au pénal. Et donc, on vous disait que lorsqu'il y avait des perquisitions qui avaient lieu, on pouvait avoir des biens qui étaient saisis. Toutefois, si l'infraction n'était pas caractérisée, la saisie devait donc être restituée à son propriétaire. Ensuite, le document 8 qui parlait des restitutions donc en matière civile, on vous disait que finalement la restitution était une forme de réparation. Le document 4 sur l'assignation en exécution de garantie de passif, actif-passif, avec la question de l'annulation de la cession de parts sociales et la question de la restitution des parts sociales d'une société. Et donc, on vous dit que cette restitution est possible tant que la société, tant qu'il n'y a pas eu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société. Le document 12 qui portait sur la restitution des sous-loyers en cas de sous-location sans l'autorisation du bailleur. Le document 10 qui portait sur la nullité des cessions de parts sociales et donc sur les fruits d'ailleurs de ces parts sociales. Le document 18 sur la restitution des bénéfices obtenus du fait d'une infraction qui avait été réalisée en tant qu'agent secret. Ça, c'était l'arrêt de la CEDH qui portait sur l'activité d'un agent secret. Le document 18 qui était horrible, je ne sais pas si vous avez lu cette note et si vous avez lu ce document. Alors, j'ai fait une faute, c'est pas le 8, c'est le 18. Qui était... Ah non, le 8. Alors, attendez. Non, c'est là. Ah oui, non, le 8. Ah, je me suis trompée. Et là, c'est le 18, voilà, qui est là. C'était une femme qui était mannequin et qui devait jouer dans une scène de film où on avait un tatouage qui lui était dessiné sur la fesse et ce qui était assez horrible comme contrat qu'elle avait conclu. Et la question se posait de la restitution de ce tatouage, sous quelle forme ça devait être fait. Ce document était assez horrible, j'ai trouvé. Ensuite, vous avez le document 2 sur les modalités de la restitution, quelle est la valeur du bien qui doit être restitué, la procédure, les restitutions du prix de vente et la question des fruits. Ensuite, on avait le document 7 sur le code de procédure pénale, sur la notion de réparation hein, par des restitutions. Ensuite, un article du code de commerce sur les restitutions des avantages indus en cas de nullité de clause. Et ensuite, le code de procédure civile sur le commandement de restituer à la personne qui est tenue de la remise. Le document 15 sur la question de la restitution des choses obtenues indûment. Et le document 16 sur la possession de bonne foi et de mauvaise foi en ce qui concerne la restitution des fruits. Je suis désolée, c'est un tout petit peu long, surtout quand vous n'avez pas lu la note. Je crois que tout le monde ne l'a pas lu dans la salle, donc c'est un peu fastidieux comme exercice. Mais c'est pour que vous voyez un petit peu quelle est la teneur des notes qu'on peut prendre. Moi, c'est vrai que là, j'ai pris 4 pages de notes. C'est assez court pour une note de synthèse. Habituellement, je prends plus de notes que ça. Mais c'est vrai que là, les documents étaient assez courts. Le tout est de prendre
pas trop de notes pour tenir le temps qui vous a imparti, puisque je vous ai dit 5 heures, ça passe vite, et en même temps assez de notes pour être en mesure de rédiger. Donc c'est là où la quantité est assez difficile, et tant qu'on s'est pas lancé dans l'exercice, on a du mal à doser la quantité de notes qu'on doit prendre. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez aussi apprendre à gérer au fur et à mesure des entraînements. Alors, une fois qu'on a fait ça, une petite pause s'impose. Il est important dans cet exercice de faire un mini break, une mini pause, au moment où vous avez ingurgité toute cette lecture et que vous avez lu ces 26 pages de documents parce que vous en avez plein la tête et vous n'êtes plus forcément tout à fait objective sur le sujet. Vous êtes un peu influencé par les derniers documents que vous avez lus et du coup, ça influe pas mal sur votre réflexion. Donc, c'est le moment où il faut faire une toute petite pause. Alors, attendez juste une seconde. Allez, en parlant de pause, je vais me chercher un verre d'eau. J'arrive tout de suite. Juste une seconde. Hop, excusez-moi. Alors, donc, du coup, sur cette petite pause ravitaillement étant effectuée, du coup, une fois que vous avez pris une petite pause, vous pouvez repartir un peu plus efficacement dans l'exercice, puisqu'on arrive à la troisième étape, qui est l'étape du plan, qui est l'étape la plus difficile. Donc, c'est important, d'avoir fait un petit break et de vous être posé un petit peu avant de vous attaquer à ce plan. Alors, attendez, il y a encore des gens qui arrivent. Donc, le plan. C'est le moment un petit peu douloureux. Quand on en arrive au plan, en fait, l'idée, c'est de reprendre tous les mots-clés que vous avez vus dans les documents et de les lister sur une page. Alors là, je trouve que c'était vraiment difficile de faire ce plan et d'utiliser ces mots-clés et de les retranscrire dans une copie de note de synthèse. C'est vraiment pas évident puisque le sujet était assez transverse, qui traitait de plein de thématiques différentes. Donc, on retrouve toutes ces thématiques qu'on avait dans la note de synthèse, les biens mal acquis, les restes humains, la restitution de biens culturels. Moi, finalement, j'avais énormément de mots-clés pour cette note de synthèse et c'était assez difficile de tous les lister tellement il y avait de mots-clés et de thématiques différentes qui étaient abordées. C'était pas évident. Par contre, ce qui ressortait vraiment, c'était la même impression que j'avais eue au début du sujet et au début de la lecture des titres des documents, c'est qu'on avait vraiment les domaines des restitutions, qui sont effectivement assez variés, on l'a dit, et puis le régime des restitutions, avec les modalités des restitutions, la question des fruits et de la mauvaise foi, avec l'impact de la restitution des fruits en cas de mauvaise foi. On a vraiment cette thématique qui revenait. Je me suis reposé la question de savoir si je faisais un plan thématique voilà, sur le pénal, le civil, etc. Et je me suis dit que ça allait être bancal, difficilement gérable en termes de plan, et puis pas très pertinent. C'est vrai que ce découpage par thématique, je pense que c'était pas ce qui était attendu au titre de cet exercice. C'était un peu trop léger comme approche. Et je pense qu'il fallait plutôt trouver quelque chose de transverse qui vous permette de bien traiter le sujet des restitutions en liant finalement les différents domaines dans lesquels il peut y avoir restitution. J'ai choisi un plan un peu plus, alors, un peu basique, mais je me suis dit, il fallait vraiment que je fasse domaine régime des restitutions. Et donc, les idées qui me sont venues, c'est qu'il y avait toute une série de documents qui portaient sur l'objet de la restitution. Qu'est-ce qui pouvait être restitué? Est-ce que des parts sociales, c'est quelque chose qui peut être restitué? Est-ce qu'un morceau de corps humain peut être restitué? Est-ce que des biens obtenus illégalement peuvent être restitués? Des parts sociales peuvent être restituées? Vous voyez, on avait quand même quels étaient les objets possibles de ces restitutions, quelle était l'étendue de la restitution, avec la question des fruits, etc., de la bonne foi, de la mauvaise foi. Enfin, il y avait toute une série de questions aussi par rapport à l'étendue de ces restitutions.
Et puis après, il y avait aussi toutes les difficultés qui étaient liées aux restitutions, qui je trouvais étaient très présentes dans la note de synthèse, que ce soit des difficultés quelque part juridiques, procédurales, avec le texte qui permet ces restitutions, la manière dont ça peut être restitué, et puis aussi les difficultés liées un peu à l'objet de la restitution, hein, qui se rejoignaient. Donc on avait quand même ici plusieurs difficultés qui étaient liées à cette logique de restitution. Et puis enfin, les modalités des restitutions, la façon dont on peut restituer les biens. Et donc voilà finalement le plan que j'ai élaboré sur cette note de synthèse. Donc j'ai fait un grand 1 sur le champ d'application étendu des restitutions, en mettant en fait d'abord la restitution des choses obtenues indûment, ou alors j'ai pensé à deux sous-parties possibles. Le domaine des restitutions, que finalement je traitais en 1A en évoquant le fait que c'était une question transverse qui qui dépassait finalement les différents domaines du droit, puisque un peu tous les domaines étaient concernés. Un grand B sur la restitution en mesure de sanction, sanction-réparation, hein, les deux sont un peu liés, ou alors une autre proposition qui était un grand B sur les choses objets de restitution. Donc le domaine des restitutions, les choses objets de restitution. Avec du recul, je préfère mon deuxième plan qui est dans les parallèles là, peut-être plutôt le domaine des restitutions, les choses objets de restitution, et enfin un grand 2 sur le régime des restitutions, avec un grand A, la difficile mise en œuvre des restitutions ou l'encadrement des restitutions, avec la nécessité d'un texte et tous ces projets de réforme, parce que justement, il y a cette problématique du fondement juridique de la restitution. Et puis un grand B sur l'étendue des restitutions, avec toute la question voilà, de la totalité de la restitution, des fruits qui peuvent être restitués ou pas, etc., etc. Donc voilà un peu les plans le plan que je vous propose pour cette note de synthèse. Je pense très honnêtement que sur ce sujet, il n'y avait pas un plan attendu de façon claire et précise. Je pense qu'il fallait absolument que dans votre copie apparaisse vraiment une partie à minima sur le domaine des restitutions qui présente l'étendue des restitutions et une sous-partie vraiment sur la notion régime des restitutions. Mais je ne pense pas qu'il y avait un plan unique. Ça, on en parlera pendant les corrections. Il y a des notes de synthèse où clairement, il est vraiment établi qu'il y a un plan unique qui doit être respecté. Et on le voit bien quand on lit la note de synthèse, hein, qu'il y a un plan, une ligne directrice, et que la personne qui a conçu la note de synthèse voulait que vous adoptiez tel ou tel plan. Et puis à l'inverse, il y a des notes de synthèse pour lesquelles il y a diverses idées qui sont mélangées. Et on voit bien que finalement, il n'y a pas un plan unique pour la copie et qu'il y avait plusieurs options possibles de plans. Typiquement, là, on est dans une copie pour laquelle il y avait plusieurs options possibles. Et quand on est correcteur, vous savez, on nous donne des petites consignes de correction et on nous dit au début, attention, là, il y a plusieurs plans possibles. Il fallait que l'étudiant mette en avant tel point, tel point, tel plan dans sa copie. C'est ça qui était attendu. Attention à bien présenter telle notion. Et souvent, c'est comme ça qu'on nous présente les petits guides de correction qu'on a. Donc, on n'a pas forcément un plan figé qui est proposé. Et je pense que pour cette note de synthèse, c'était le cas. Pour certaines, on en reparlera, on a vraiment un plan unique et on n'avait pas de possibilité. Vous verrez que depuis quelques temps, chez Mission Avocat au CFJ, on vous met justement un peu au début de chaque correction de note de synthèse un petit topo qui vous dit, voilà, sur cette note de synthèse, voilà la difficulté essentielle de cet exercice, voilà ce sur quoi il fallait faire attention, et il y avait un seul plan possible ou il y avait plusieurs plans possibles. Vous verrez qu'à chaque fois, on fait l'effort de vous présenter un peu la note de synthèse qu'on vous a donnée en mettant en avant voilà, les difficultés de cet exercice, un peu comme si on l'écrivait à un correcteur de copie. Alors là, je vous ai fait un plan qui est un peu court. Alors en plus, on va pas après se travailler un peu la méthodologie à proprement parler et se décorréler un peu de ce sujet CRFPA. Mais en principe, et vous verrez dans les séminaires de correction, je fais un plan qui est encore plus détaillé que ça, dans le sens où je mets les petits 1, les petits 2, donc mes sous-parties à l'intérieur. Et vous verrez que dans les séminaires de correction, je vous mettrai à chaque fois les documents sur lesquels je m'appuie dans chaque sous-partie. Il faut absolument que sur votre brouillon, vous soyez extrêmement précis. Donc, il faut que vous ayez un plan comme ça, dans les grandes lignes, hein, le grand 1, le grand A, que dans ce grand A, vous visiez les points que vous allez traiter dans le grand A, un petit 1, un petit 2, éventuellement un petit 3 si vous avez 3 idées que vous voulez développer, et à chaque fois, sur quel document vous allez vous appuyer. Il faut que votre plan il soit équilibré en termes de quantité, mais il faut aussi qu'il soit équilibré en termes de nombre de documents sur lesquels vous allez vous appuyer dans chacune de vos sous-parties. C'est pour ça que c'est très important
de lister du coup dans votre plan les documents sur lesquels vous allez vous appuyer dans chacune de ces sous-parties. En plus, quand on est un peu speed à la fin de l'exercice, hein, si vous êtes un peu juste niveau timing, c'est bien d'avoir bien listé les numéros des documents, comme ça, même si vous écrivez vite ou si vous cherchez, voilà, vous devez retourner à l'ensemble documentaire ou à vos notes, vous pouvez rapidement y aller. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette note de synthèse 2024, sur le plan que j'ai proposé, sur ce qu'on vient de voir sur cette note-là, avant qu'on continue sur la méthode et sur la rédaction? Non, ça va? Il n'y a pas de questions? Alors, ok. Du coup, on va passer à la rédaction de la copie. Alors, comme c'était rappelé tout à l'heure sur la petite présentation de la méthodologie et notamment sur la présentation de l'exercice tel que ça ressort du décret, votre note de synthèse, alors oui, il y a une question de Cécile. Combien de temps faut-il passer avant la rédaction? Alors là, je vais vous faire une réponse un peu floue. C'est qu'en fait, ça dépend un peu de votre aptitude à vous, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un point que je n'ai pas précisé. Pour chaque étudiant, c'est un petit peu différent. Je pense qu'à peu près le timing, le rétro-planning, si je le prends à l'envers, il faut compter à peu près 1 heure et demie de temps de rédaction, 1 heure de temps pour le plan. Et donc, du coup, ce qui vous laisse à peu près 2 heures et demie pour la lecture. Mais après, c'est variable. Je pense qu'il faut un petit quart d'heure d'analyse du titre, d'analyse des titres des documents et d'élaboration de l'ordre de lecture. On va dire à peu près un quart d'heure. 2 bonnes heures de lecture. Mais là, pour le coup, ça varie. Moi, pour cette note, j'ai pris moins de temps de lecture puisque la note était moins longue, hein. Une bonne heure de plan, ça c'est sûr. J'ai eu plus de mal à faire le plan sur cette copie. Comme il y avait moins de documents, que c'était un peu varié, j'ai mis plus de temps, moi, sur le plan cette fois-ci. Et ensuite, la rédaction. Là, c'est pareil, ça dépend de vos facilités ou pas à rédiger. Je pense qu'il faut compter entre 1 heure et demie et 2 heures et un petit quart d'heure de relecture. Alors, leur demande, est-ce que l'on doit lire dans le détail tous les docs, par exemple pour les JP, juste lire la solution, etc. Alors oui, alors vous avez raison, Laure. Pour les JP, en général, moi, je commence par la solution et puis je remonte. Si quand je lis la solution, je ne comprends pas bien de quoi on parle et j'ai du mal à voir le contexte dans lequel la décision a été rendue, bah, je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'arrêt ou de la décision. Par contre, c'est vrai qu'en général, je vais directement à la solution et puis je vois. Je fais très attention aussi aux visas, aux articles qui sont visés par la Cour de cassation ou par le tribunal, enfin peu importe, par la juridiction qui a rendu la décision. Notamment dans cette note, comme il y avait beaucoup d'articles du code qui étaient repris, je fais bien attention au visa dans les décisions pour voir si les articles qui sont visés par les juridictions sont reprises dans la note et pour voir vraiment sur quelle thématique on est et quel est le texte qui avait été visé. Donc voilà, il faut sélectionner les informations, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de s'apesantir sur le côté factuel. Parfois, dans certaines notes, on peut rapidement évoquer la thématique évoquée dans telle ou telle jurisprudence parce qu'on a un sujet qui s'y prête. Mais en règle générale, on ne vous demandera pas de vous attarder sur l'aspect factuel de la décision qui a été rendue. Donc, on peut se concentrer vraiment sur la motivation et voilà, euh, sur la solution. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur ça avant qu'on passe vraiment à la présentation de l'introduction de la note et du coup au détail derrière de la rédaction? Ouais, ça va. Alors, du coup, première étape, il faut faire l'introduction. Cette introduction, vous ne pouvez la rédiger qu'une fois que vous avez élaboré votre plan. C'est très important. On l'a fait après avoir établi son plan détaillé. On ne la fait pas en amont. On rédige pas en amont son introduction. L'introduction, moi, je vous conseille vivement, et tout le monde le fait, enfin, c'est plus qu'un conseil, c'est nécessaire, de la rédiger au brouillon. C'est vraiment le premier avis que va se faire votre correcteur sur votre copie. Donc, c'est vraiment important de bien travailler cette introduction, qu'elle soit bien rédigée, puisque c'est un peu la première idée qu'on va se faire de votre copie, de note de synthèse. Donc, c'est important de donner une bonne impression, si vous voulez, à votre correcteur au début et de bien travailler cette introduction qui doit répondre à la méthodologie de l'exercice, etc., etc. Donc, il faut bien la travailler, raison pour laquelle on vous demande de la préparer au brouillon. Deuxième chose, dans cette introduction, il faut qu'il y ait une petite phrase d'accroche. Cette petite phrase d'accroche, vous n'allez pas l'improviser. Vous n'allez pas imaginer ce que vous allez mettre en accroche si vous voulez au moment de rédiger la note de synthèse. Il faut vraiment que vous ayez un petit peu anticipé sur cette phrase d'accroche. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous commencez votre lecture des documents,
vous ayez toujours en tête le fait qu'il va falloir trouver une phrase d'accroche pour votre introduction, que vous ayez bien cet élément en considération et que dès le début de votre lecture, vous réfléchissez à la phrase d'accroche de votre introduction. Il ne faut pas l'improviser au dernier moment, il faut réfléchir dès qu'on commence à lire et tout de suite se dire bah, quels sont les documents que je pourrais utiliser pour l'intro? Est-ce qu'il y a par exemple un fait historique que je pourrais mettre en avant? Est-ce qu'il y a une petite citation pour les accroches? On aime bien les citations voilà, qui sont un peu sympas et qui permettent de rentrer dans le sujet de façon un peu légère. Donc, souvent, on va mettre en accroche une citation, un fait historique, on peut mettre des statistiques, voilà, quelque chose qui est un peu en rapport avec le sujet, mais un peu plus large, pour amener le sujet de façon un peu simple avant de rentrer dans le vif du sujet. L'introduction, c'est un peu le principe de l'entonnoir. Vous commencez par une accroche qui est un peu large, ensuite vous présentez l'intérêt du sujet. Pourquoi est-ce que ce sujet aujourd'hui est d'actualité? Pourquoi est-ce qu'on vous donne aujourd'hui ce sujet au CRFPA 2024? Quel est l'intérêt d'un sujet qui porte sur les restitutions? De quoi est-ce qu'on va parler dans cette note de synthèse et quels sont les points marquants sur la restitution? Assez courte puisque l'introduction doit faire 8-10 lignes. Donc ça, cette présentation du sujet, elle doit faire finalement 2-3 lignes, hein, simplement. Ensuite, il faut faire une petite, pardon, je ne l'ai pas mis là, mais on peut le rajouter, une petite phrase qui porte vraiment sur l'intérêt du sujet, qui serait une sorte de problématique affirmative. Il faut problématiser la note de synthèse en disant finalement sur cette note de synthèse-là, c'est que ces restitutions, finalement, c'est quelque chose qui est très vaste et très étendu et qui est d'ailleurs insuffisamment encadré. On voit bien par les différents documents qu'on a pu lire. Et donc, effectivement, il y a cette thématique-là à traiter dans cette note de synthèse. Donc, il faut essayer de trouver une problématique. Mais comme on est sur un exercice de note de synthèse qui doit être neutre et objective, cette problématique, vous allez la poser de façon affirmative. Vous ne devez pas poser une question, vous allez poser la problématique de façon affirmative sans faire de questions. On ne doit pas avoir de point d'interrogation dans votre copie. Et enfin, l'annonce de plan. Donc, l'idée, c'est d'annoncer le plan qu'on a évoqué tout à l'heure. Ici, dans cette annonce de plan, bien évidemment, comme d'habitude, vous n'annoncez que vos parties, votre grand 1 et votre grand 2. Vous n'annoncez pas vos sous-parties. Vous allez juste annoncer le grand 1 et le grand 2. Voilà. Toujours pareil, on annonce tout, on rédige tout, on y reviendra tout à l'heure, sur un style vraiment objectif. Donc, il ne faut pas écrire nous verrons dans une première partie tel point et nous verrons dans une deuxième partie tel point. Il faut vraiment présenter de façon objective en disant les restitutions concernent un ensemble de domaines assez vastes ou les restitutions concernent tous les domaines du droit et font l'objet d'un régime qui n'est pas encore tout à fait défini. Voilà, comme ça, vraiment, vous avez votre grand 1 qui est évoqué lorsque vous dites que les restitutions concernent toutes les branches du droit, entre parenthèses grand 1. Toutefois, le régime juridique des restitutions n'est pas, toujours bien prévu, n'est pas toujours finalisé. Je ne sais pas comment le tourner, excusez-moi, je ne trouve pas les mots. Entre parenthèses grand 2, et comme ça, vous annoncez vraiment le régime des restitutions. Pas très bien encadré, voilà, pardon, c'était ça que je voulais dire. Donc voilà, donc cette introduction, elle doit faire à peu près 8-10 lignes. Elle est assez courte, assez concise. Elle doit être claire, elle doit être bien rédigée. Vous faites référence au document quand vous faites votre phrase d'accroche. Vous faites référence au document quand vous faites votre phrase qui porte sur l'intérêt du sujet. Par contre, quand vous faites votre problématique affirmative, pas de référence au document. Et quand vous faites l'annonce de plan, pas de référence au document. D'accord? Puisque là, c'est un peu une partie un peu personnelle, hein, puisque c'est le plan que vous allez présenter. Donc, vous ne vous appuyez pas sur un document quand vous annoncez votre plan. Ensuite, donc, sur la rédaction de la note de synthèse, on l'a dit, il faut faire un plan équilibré en nombre de documents et en longueur. L'idée, c'est que vous ayez des sous-parties qui fassent à peu près la même taille. Alors, en général, au bout d'un moment, les étudiants comptent les lignes et se disent, bah, je fais à peu près tant de lignes par sous-partie. Et donc, sur leur feuille, avant même de rédiger, ils se mettent un petit marquage pour dire, bah, je dois m'arrêter là pour mon grand 1A, m'arrêter là pour mon grand 1B, etc., etc. De sorte que vous visualisez à peu près la taille de vos sous-parties. Évidemment, ce n'est pas à une ligne près, mais l'idée, c'est que visuellement, quand je regarde votre copie, je peux voir tout de suite si la méthode elle est respectée, rien qu'en regardant visuellement la copie de l'étudiant. On fera l'exercice aussi, vous verrez quand on fera des séminaires de correction, je vous montrerai des passages de certaines copies et je vous montrerai des copies visuellement. Vous verrez avec du recul que visuellement, vous voyez tout de suite si la copie elle est bonne ou pas.
Pourquoi? Parce que vous allez voir que le devoir va être bien structuré, avec une introduction qui respecte bien la taille, avec les 3 ou 4 sous-parties de l'introduction qui sont bien délimitées. Ensuite, vous aurez le grand 1 qui sera établi, votre grand A, votre bloc de grand A avec vos 2, 3 paragraphes à l'intérieur, votre grand B, vos 2, 3 paragraphes à l'intérieur, votre petite transition, votre grand 2, votre grand A, etc. Vous avez compris, votre chapeau à chaque fois. Mais quelque chose qui est bien structuré, qui est bien identifié, qui est si possible aéré et qui est bien équilibré en termes de quantité. On doit avoir des blocs pour chaque sous-partie qui fassent à peu près la même taille et à chaque fois les références au document. Donc sur le plan détaillé, c'est pour ça que je vous demande, j'ai insisté tout à l'heure sur ce plan détaillé. Le plan doit être le plus détaillé possible. Et à l'intérieur de votre plan détaillé, vous allez lister les idées que vous allez développer dans vos A et dans vos B. 2, 3, j'ai mis 4, mais 4, c'est pas terrible. C'est plutôt 2, 3 paragraphes à l'intérieur de chacune de vos sous-parties. Il faut vraiment les identifier. Allez bien à la ligne. Montrez bien à votre correcteur que vous avez un esprit vraiment très structuré, très clair, très synthétique. On attend vraiment ça de vous, de faire un peu comme des bullet points, vous voyez, avec tel point, tel point, tel point. Sauf que là, il faut tout rédiger. Il ne s'agit pas de faire des abréviations ou de faire des bullet points, justement. Vous ne pouvez pas faire d'énumération, pas d'abréviation. Il faut vraiment rédiger toute votre copie dans son intégralité. Par contre, bien montrer au correcteur que vous avez identifié les thématiques que vous alliez développer et que quand vous avez fait votre 1A, bah, vous vouliez évoquer tel point, tel point, tel point. Vous voyez, bon là, vous n'allez pas voir, mais sur mon brouillon que j'ai fait là, qui est beaucoup plus détaillé, j'ai mis le titre de 1, le grand A, les 2 points de mon grand A, les documents auxquels je me référais, mon grand B, les 2 points de mon grand B, les documents auxquels je me référais. Et du coup, j'ai fait vraiment un plan qui est très détaillé avec à chaque fois ces références aux documents. Donc les titres, on en a parlé tout à l'heure. Les titres doivent être relativement courts puisqu'ils doivent faire une ligne. On vous dit que le titre ne doit pas dépasser la ligne. Pareil, ça arrive parfois si vous écrivez un peu gros, si le sujet de la note de synthèse est long, comme les violences conjugales, bah, c'est vrai que c'était un peu long par exemple l'an passé. Ça arrive que vous dépassiez légèrement de la ligne en question, mais dans la mesure du possible, il faut essayer de faire un titre qui ne tienne que sur une ligne. Ensuite, on vous dit que ce titre, il doit être spécifique à la note de synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois votre titre, je dois comprendre qu'on parle des restitutions. Donc, idéalement, il faut reprendre le mot restitution dans chacun des titres de votre note de synthèse. Dans votre titre de 1, dans votre titre de 1A, dans votre titre de 1B. Il faut que le mot restitution apparaisse. Comme ça, on est sûr que vous collez au sujet. Déjà, ça vous permet de cocher la case méthodologie, un titre qui soit OK. Et ensuite, ça vous permet de vérifier que vous ne faites pas un hors-sujet. Parce que parfois, on va traiter d'une thématique et puis finalement, on va s'apercevoir qu'on s'éloigne du sujet. Quand on fait l'effort à chaque fois qu'on adopte un titre de bien remettre le sujet de la note de synthèse, ben, on est sûr qu'on n'est pas dans du hors-sujet puisqu'on colle à chaque fois vraiment au sujet de la note et on a remis le sujet de la note dans chacun de nos titres. Donc comme ça, on est sûr qu'on est bien dans la thématique du sujet. Donc ça, pour ces 2 raisons, on reprend toujours le titre de la note dans nos titres de 1 et dans nos titres de A. Ensuite, il faut faire un petit chapeau introductif pour annoncer vos A et vos B. Ça, c'est classique, c'est comme sur vos autres, enfin, sur les commentaires d'arrêt ou sur tout ce que vous, dissertation et autres. Un petit chapeau très court. Ce chapeau, il doit juste annoncer ce que vous allez dire en A et en B. Il n'y a pas de référence au document, c'est vraiment quelque chose de très concis, 2 lignes maximum. Vous allez juste annoncer ce que vous allez évoquer dans votre A et dans votre B. Vraiment un chapeau très court qui va à l'essentiel. Alors là, on est très pragmatique dans le chapeau. C'est pas facile à faire, c'est pareil. Il faut essayer d'être concis, d'aller à l'essentiel. C'est pas évident. Au début, on a du mal à rédiger les chapeaux. C'est une partie qui est souvent difficile pour les étudiants, qui est beaucoup trop longue. Vous allez faire 4 lignes au départ. L'idée, c'est vraiment de tenir en 2 lignes et de dire, par exemple, si mon grand A, c'est sur les modalités des restitutions et mon grand B, c'est sur l'objet des restitutions, je vais dire, enfin, c'est peut-être plutôt l'inverse, les restitutions concernent tout type de biens, entre parenthèses grand A, et obéissent à des régimes qui varient en fonction des domaines, des objets de restitution, entre parenthèses grand B. Vous voyez, c'est tout. Je fais vraiment quelque chose de très simple. L'idée, c'est vraiment d'annoncer mon titre de A et mon titre de B, et pas rentrer dans le détail. Sinon, en plus, je me répète, je vais rentrer dans le détail dans le chapeau et je vais redétailler dans ma copie. Ce sera répétitif, ce qui n'est pas du tout le but de l'exercice. Alors ensuite, on va faire une transition. Dans la note de synthèse, on fait une seule transition. Vous faites une transition entre votre grand 1 et votre grand 2, mais vous ne faites pas de transition entre votre A et votre B. Donc il y a une seule transition dans toute la copie entre le 1 et le 2.
Pareil, cette transition, elle doit être très courte. Elle doit faire une ligne, deux lignes maximum. En général, on fait plutôt deux lignes. L'idée, c'est d'annoncer ce que vous allez dire dans votre grand 2. Il ne s'agit pas de répéter ce que vous allez dire dans votre 1. L'idée, c'est plutôt d'embrayer entre le 1 et le 2 et vraiment de lier vos développements de 1 avec vos développements de 2 à venir. Donc, ne faites pas une synthèse de tout ce que vous venez de dire. C'est contre-productif, c'est contraire à l'exercice. On ne va pas synthétiser la synthèse, il faut juste annoncer ce que vous allez dire en deux. Donc, vous allez par exemple écrire dans votre phrase de transition, les restitutions concernent de nombreuses branches du droit, leur régime est cependant pas tout à fait défini. Voilà, et vous devez dire dans votre grand 2 le régime des restitutions. Ça va? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant sur ça, sur la méthodologie, sur la rédaction? N'hésitez pas. Ça va? Alors, du coup, on va redétailler un tout petit peu ces différents points. Sur les titres, on a dit donc qu'ils doivent être pour une ligne maximum, ce que je vous ai dit, spécifique à la note, donc reprendre toujours le sujet de la note. Et englobant, ça, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre titre doit être compréhensible seul. Quand je vois le titre de votre note de synthèse, de votre sous-partie, je dois savoir exactement ce dont vous allez parler dans cette sous-partie. Si j'ai un titre qui porte sur le régime des restitutions, bon, bah, c'est très clair. Je vais parler du régime des restitutions, c'est clair, c'est net, je vois exactement de quoi on va parler. Donc, il faut vraiment que quand je lise le titre, je sois sûre qu'on traite du sujet de la note et que également je sache exactement de quoi vous allez parler dans cette sous-partie. Il ne faut pas des titres vagues, pas très clairs. Il faut éviter les titres qui se répondent, il faut éviter les 3 points de suspension. Il faut vraiment que ce titre il soit très clair et compréhensible seul. Voilà, j'ai mis comme titre le régime des restitutions. Bon, bah, je sais exactement de quoi vous allez parler. Vous voyez, les objets, les biens objets des restitutions, bon, bah, c'est clair. Il faut vraiment quelque chose de très, très clair. Alors, essayez de le travailler un petit peu. C'est vrai que quand j'ai mis un titre régime de restitution, il n'est pas très joli, mon titre. Il faudrait le travailler davantage, essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus enrobé, un peu plus joli à la lecture. Mais l'idée doit être celle-ci, elle doit vraiment ressortir dans votre titre. Donc le chapeau, on l'a dit, ce chapeau, il doit faire deux lignes maximum. L'objectif, c'est juste d'annoncer votre A et votre B. Il n'y a pas de référence au document dans ce chapeau, hein, c'est juste une annonce de ce que vous allez développer dans vos A dans votre A et dans votre B. Donc ici, il n'y a pas besoin de s'embêter avec la référence au document. C'est déjà assez compliqué dans le devoir, pas la peine de se rajouter ce fardeau dans les chapeaux. La transition, donc on l'a dit, une ligne juste entre le grand 1 et le grand 2 et pas de transition entre les sous-parties. C'est plus que déconseillé, hein, c'est vraiment à bannir parce que ça allonge votre devoir, ça vous fait rajouter une ligne. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc juste la transition entre le grand 1 et le grand 2, hein. Pour le reste, pas de transition. Alors, autre point très important pour l'exercice, c'est le style que vous allez adopter. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut comprendre qu'on est sur un exercice de synthèse qui nécessite une neutralité. On l'a dit quand on a présenté l'objet de l'exercice, on a dit que c'était un exercice qui devait être rédigé de façon, une copie qui devait être rédigée de façon neutre, qui devait être synthétique. Donc du coup, votre style doit traduire cet objectif de l'exercice. Donc on vous conseille de faire des phrases courtes pour pouvoir remplir cet objectif de synthèse. Donc, essayez d'adopter des phrases sur le schéma sujet, verbe, complément. C'est pas utile de faire des longues phrases qui font 5 lignes. Généralement, quand on fait ça, on n'est pas synthétique. On met des mots de liaison, on rallonge, on explique. Au final, on a un style qui n'est pas du tout synthétique. C'est vrai qu'en règle générale, le style du juriste, n'est pas synthétique. On va pas se mentir, c'est pas trop dans notre ADN. Et des fois, quand je lis les conclusions, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir fait 5 lignes pour dire ça. Depuis que je travaille autant les notes de synthèse, j'ai beaucoup gagné en clarté du style et j'essaye toujours d'appliquer ce principe qui est de faire des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Je trouve qu'il vaut mieux 2 phrases courtes qu'une phrase qui fait 5 lignes. Donc, essayez de vous entraîner à travailler votre style rédactionnel et essayez d'avoir des phrases concises qui vont à l'essentiel, qui posent le point sans voilà, en faire des lignes, utiliser des mots de liaison à rallonge, etc., etc. Utiliser un ton neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez jamais donner votre avis personnel. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il ne faut pas employer des pronoms qui vous engagent dans la rédaction. Vous ne devez pas écrire je pense que.
de nos jours, même, c'est à bannir, hein, puisque vous avez le nous, ou nous pensons que, ou nous verrons, ou nous étudierons. Donc, tout ça, c'est à bannir. On n'est pas dans une dissertation, on n'est pas dans un commentaire, on n'est pas dans une analyse personnelle du sujet, on est dans une retranscription objective du contenu de 26 pages d'un ensemble documentaire. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, ce ton doit être absolument neutre, ne jamais intervenir dans la rédaction, ne pas s'interroger, s'exclamer, se poser des questions. Il faut vraiment que vous ayez un style très informatif. Parfois, je dis à mes étudiants pour schématiser que c'est presque comme une notice d'emploi, hein. Vous lisez la notice de fonctionnement de votre four à micro-ondes. Vous voyez, vous avez un style très informatif avec un style totalement neutre. Bah, c'est un peu ça qui est attendu dans cet exercice de note de synthèse. Quelque chose d'informatif, de neutre, de clair, de concis. Vous allez à l'essentiel, droit au but. Vous ne faites pas de longues tournures de style, etc. C'est vraiment ce style-là qu'il faut utiliser. Ça nécessite un peu de travail parce que c'est ce que je vous dis, c'est pas forcément dans notre ADN de juriste. Donc, ne pas commenter les documents, on l'a dit. Ah, je vais me mettre un peu de lumière parce qu'il fait vraiment très sombre. Ne pas commenter les documents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas donner son avis personnel sur les documents, il ne faut pas donner son avis sur tel ou tel arrêt, il ne faut pas commenter l'arrêt de la Cour de cassation, surtout pas critiquer. Ça, c'est pareil, c'est pas forcément évident puisque c'est pas ce qu'on vous demande de faire quand vous êtes sur un commentaire ou sur une dissertation. On vous dit mouillez-vous un peu, donnez votre avis, voilà, allez un peu au bout de vos idées. Bah là, vous voyez, pour cet exercice, il faut vraiment ne pas être dans le commentaire que dans la retranscription du contenu des documents. Il n'y a pas de critique de l'arrêt, bah vous ne le critiquez pas. Voilà. Là où l'exercice est un petit peu délicat, où la frontière peut être un peu mince, c'est qu'il faut quand même l'avoir compris, ce document. Donc, il ne faut pas le commenter, mais il faut quand même expliquer le contenu du document. Et là, c'est vrai que des fois, l'exercice est un peu difficile, hein. Surtout quand vous avez de la JP comme ça, de façon un peu brute. Ici, on avait pas mal de jurisprudence qui n'était pas commentée dans un texte de doctrine. Parfois, c'est le cas, là, ce n'était pas le cas. Du coup, il faut vraiment s'approprier cette jurisprudence et arriver à en faire ressortir les informations essentielles. Donc, vraiment faire ressortir l'intérêt de la jurisprudence sans donner son avis. C'est vrai que des fois, là, la part des choses n'est pas forcément évidente. Voilà, ne pas faire de critique personnelle. Donc, pour vous montrer un peu la présentation de la copie de façon très schématique, vous voyez que vous avez cette introduction qui fait à peu près, on l'a dit tout à l'heure, 8 lignes environ, avec votre accroche référence à un document, l'intérêt du sujet référence à un document, la petite problématique affirmative référence à un doc, et ensuite votre annonce de plan avec votre grand 1 qui est annoncé, votre grand 2 qui est annoncé, cette annonce de plan qui doit finir sur à peu près 2 lignes. Pardon, je suis un peu enrhumée. Ensuite, votre grand 1, voilà, et votre chapeau de votre grand 1. Ici, c'est maximum 2 lignes. Vous annoncez votre A et votre B. Pas de référence au document. Votre titre de A, vos 2 ou 3 paragraphes à l'intérieur de votre grand A. Et à chaque fin de phrase, à chaque fin de paragraphe, au minimum, vous faites référence à un document. On ne peut pas avoir un paragraphe sans une référence à un document. Donc, moi, je vous conseille même de faire référence à un document à chaque fin de phrase. En tout cas, à chaque idée que vous allez développer, on fait référence à un document. Si vous avez 2 ou 3 phrases qui traitent de la même idée dans le même paragraphe, bah, vous pouvez faire 2 phrases, référence à un document, 2 phrases, référence à un document. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de votre grand A, à la fin de votre grand B, à la fin d'une idée, d'un paragraphe, vous devez forcément faire référence à un document. Puisque si vous estimez utile d'aller à la ligne pour un paragraphe, c'est que vous allez sur une autre idée et donc nécessairement, vous devez faire référence à un document une fois que vous avez fini votre premier paragraphe. D'accord? Ici, on a dit la phrase de transition entre le 1 et le 2. Et après, on rattaque grand 2, chapeau, grand A, mes 2 paragraphes avec mes références au document, mon grand B, mes références au document. Et ici, des grands A, des grands B, grand A, grand B qui font à peu près la même taille. L'idée étant que visuellement, ma copie soit équilibrée et soit à peu près bien répartie en termes de quantité sur chacune de mes sous-parties. Est-ce que ça va là sur la méthodologie, sur la présentation de la copie, sur la méthode dans les grandes lignes? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Alors, un petit point aussi que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est quand même important que vous vous renseigniez un peu auprès de votre IEJ, parce qu'en fonction des IEJ, il y a des petits points de méthode qui peuvent varier. Dans certains IEJ, alors ils ne sont pas très fréquents,
Il vous demande de mentionner vos petits 1 et vos petits 2 sur vos sous-parties. Parfois, il demande une problématique sous forme interrogative. Il y a des petits points de méthode qui peuvent varier légèrement. C'est un peu à la marge. Parfois, on le sait, puisqu'à force, on a un peu l'habitude, donc on sait quelles sont les consignes de tel ou tel yogi. Parfois, on n'a pas les informations. Et parfois, ça change en plus en fonction du prof qui va diriger la note de synthèse de tel ou tel yogi. Donc, pensez bien à vous renseigner quand même auprès de votre yogi. Moi, je vous conseille de faire le premier cours de méthodologie de votre yogi et après de suivre la prépa CFJ Mission Avocat, mais au moins aller au premier cours de méthode pour savoir un peu s'il y a des spécificités qui sont attendues dans votre yogi. Et voilà, une fois qu'on a rédigé sa copie, il est absolument impératif de bien se relire. On l'a dit tout à l'heure en introduction, on l'a rappelé dans les consignes qui sont données sur l'exercice. Cette relecture, elle est absolument impérative puisqu'on a dit que les fautes d'orthographe étaient quand même sanctionnées assez sévèrement, hein. Si vous avez plus de 4 fautes d'orthographe, vous perdez automatiquement 2 points. On est très, très attentif à la syntaxe, à l'orthographe, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire cette phase de relecture. Il y a aussi une autre difficulté qui est que régulièrement, les étudiants mettent du blanc dans leur copie sur un point, voilà, par exemple sur un titre ou sur un document, vous allez mettre du typex ou du blanc, et ça arrive que vous oubliez de réécrire dessus. Sauf que si vous avez oublié de faire référence à un document dans votre copie, vous aurez en dessous de la moyenne. Ça fait partie des points qui sont éliminatoires sur l'exercice. Donc, il faut absolument que vous ayez cité tous les documents de la note. Et donc, parfois, pour éviter de laisser un point en blanc, il faut bien se relire pour vérifier que vous avez bien réécrit dessus. Alors, comment réussir sa note de synthèse? En suivant la méthodologie Mission Avocat, en venant au séminaire de correction, en vous entraînant, 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 entraînant. Il n'y a que l'entraînement qui paiera. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec le marathon. Vous ne pouvez pas réussir un marathon si vous n'êtes pas entraîné pour la course à pied. Et vous ne pouvez pas faire un bon temps au marathon si vous ne vous êtes pas entraîné de façon assidue et en travaillant finalement la technique du marathon. Bah, la note de synthèse, c'est pareil. Il faut travailler avec méthode et rigueur pour avoir une bonne note, voire une excellente note. Et comme c'est COEF3, bah, tout ce que vous gagnez comme point à la note de synthèse, bah, c'est tout ce qu'il y a de gagné pour les écrits et pour les oraux. Alors, les petits trucs qu'il ne faut pas négliger, c'est d'abord savoir gérer son temps. Ça, c'est le point essentiel. Il faut tenir les 5 heures de l'exercice. Si vous n'arrivez pas à rendre votre copie au bout des 5 heures, bah forcément, vous aurez une note éliminatoire, voire une très mauvaise note. Donc, la première difficulté, c'est de savoir gérer son temps. On l'a dit tout à l'heure, 5 heures, c'est long et en même temps, c'est court. Il faut que vous appreniez à travailler dans le temps imparti. Et encore une fois, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, si ça ne fonctionne pas avec la méthode que vous utilisez, si vous êtes mal à l'aise avec le tableau, etc., etc., on peut travailler ensemble, vous proposer des solutions pour que vous arriviez à tenir ces 5 heures, qui est un des points évidemment essentiels pour l'exercice. Bien préparer sa note, bien se préparer, du coup, prendre le temps de la préparation. Voilà, je pense que suivre une prépa, pour le coup, sur la note de synthèse, on voit vraiment la différence entre les étudiants qui se sont préparés et les autres. Bien préparer sa note, c'est aussi bien la préparer au brouillon, bien la structurer, bien la préparer pour qu'après ce soit fluide pour l'exercice. Tout ça, c'est de la méthodologie qu'il faut acquérir. Maîtriser l'exercice de note de synthèse, ça se rejoint. Savoir ordonner ses idées, avoir un esprit vraiment structuré pour bien voilà, poser vos idées par écrit et sur un plan qui va être le plus structuré possible. Ça, c'est très important. Et enfin, adopter un style neutre et clair, ça c'est aussi essentiel. On a parlé tout à l'heure de ce style. C'est impératif que vous puissiez adopter le style qui est attendu de la note de synthèse. C'est pas forcément évident, hein, du coup, de s'approprier cette façon de rédiger qui est vraiment propre à l'exercice, auquel on n'est pas forcément habitué en étant étudiant. Du coup, il faut aussi que vous travailliez cette rédaction, ce style synthétique et clair et neutre. Alors, quelle notation? La notation, si vous voulez, ces points la notation va varier en fonction de différents points. D'abord, la méthode. Est-ce que la méthode est respectée? Pour savoir si la méthode est respectée, on va vérifier que vous avez bien tenu les 4 pages. On va vérifier que vous avez bien cité tous les documents de la note. Donc, les 17 documents doivent apparaître dans les références aux documents que vous mettez dans votre copie. On va vérifier que vous avez bien vos 4 sous-parties qui sont équilibrées, qui sont à peu près de taille égale. On va vérifier que vous avez bien une introduction qui fait 8-10 lignes et qui comprend l'accroche, l'intérêt du sujet, la problématique sous forme affirmative et l'annonce de plan. On va vérifier qu'il y a bien les chapeaux et la transition.
Si tout ça, ça y est, et des titres courts englobants, ce qu'on a dit, si cette méthode, elle est correcte et que le style, il n'y a pas de faute de style, pas d'avis personnel, pas de commentaires du sujet, etc., bah, sur la méthodologie, vous avez une bonne note. C'est le gros de l'exercice. Une méthode qui est acquise, ça vous assure entre 8 et 14-15. Le 8, c'est que dans l'hypothèse où vous auriez fait un hors-sujet alors que vous maîtrisez la méthode. Une méthode qui est vraiment respectée de bout en bout, vous êtes quasiment sûr d'avoir la moyenne. Donc c'est vrai que je pense que c'est un exercice qui, en se travaillant, vous permet quand même d'assurer une note très honorable. Oui, Manon? Oui, bonsoir. J'ai bien compris donc au niveau du style et de l'idée de partir d'une notice. Est-ce qu'à part ça, vous auriez des conseils pour adopter vraiment ce style qui, enfin, en tout cas, qui moi me paraît être le plus compliqué dans la méthodologie, d'autant plus que depuis la licence, on fait beaucoup de commentaires et on a toujours un peu ce réflexe de dire, par exemple, annonce de plan. Verront dans un premier temps ou ce genre de phrases un peu qui deviennent des automatismes et qui là demandent à être supprimées pour cet exercice. Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Je pense que déjà le fait de s'entraîner à faire des phrases courtes, ce que je vous disais, sujet, verbe, complément, ça c'est un très bon exercice parce que quand on se dit en fait, il faut se poser la question à chaque fois qu'on fait une phrase: «Est-ce que c'est utile de rajouter tout ça?» ou «Comment je peux faire pour le formuler différemment en essayant de gagner, finalement, quelques mots, quelques lignes?» Et ça se travaille, hein. Après, comme tout, c'est une question d'entraînement, et en lisant les corrigés. Je pense que la deuxième chose, c'est de lire les corrigés. C'est pour ça que je vous conseille quand même assez rapidement de rendre une copie CFJ Mission Avocat pour pouvoir lire le corrigé de la note de synthèse qui est rédigée dans ce style-là. Et moi, je sais que quand j'étais étudiante, je relisais beaucoup les corrections des notes de synthèse qui étaient passées et je m'inspirais un peu de la façon dont les correcteurs rédigeaient la copie. Donc, il y a ces deux choses, s'entraîner quelque part à travailler son style en essayant de faire cet effort de faire des phrases sujet, verbe, complément. Et à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose, vous dites est-ce que vraiment c'est utile? Et la deuxième chose, c'est de lire des corrections pour s'inspirer un peu de la façon dont doit être rédigée une copie. Chez Mission Avocat, on vous rendra toujours des corrections détaillées et rédigées intégralement, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les prépas. Et je pense que c'est important pour vous de voir comment la copie devait être rédigée intégralement, vous donner en tout cas un exemple hein, de ce qu'aurait pu être la copie que vous aurez rendue. Ça va Manon? C'est clair pour vous? Oui, parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va regarder d'abord la méthode, qui est une grosse partie de votre notation. La deuxième chose, c'est qu'on va regarder si vous avez bien compris le sujet, vous n'avez pas fait d'hors-sujet, de contresens, hein, parce que là, évidemment, vous aurez en dessous de la moyenne. Et puis ensuite, on va regarder le style pour voir effectivement si ce style est neutre. On va regarder les fautes d'orthographe. Alors, c'est pas parce que vous avez fait plein de fautes d'orthographe que vous aurez en dessous de la moyenne, mais vous pouvez avoir 2 points en moins, hein, ce qui peut quand même être important pour un exercice comme celui-ci dans votre note, surtout avec un coef 3. Donc, du coup, tout ça pour dire que sur cette note de synthèse, il faut se former, s'entraîner et puis savoir garder un temps de repos pour cette préparation qui est vraiment longue, qui va vous prendre du temps, beaucoup d'énergie. Il faut aussi savoir se ménager, prendre du temps. Donc, faire les exercices et puis se reposer un peu. Donc voilà, donc il faut vraiment se former, s'entraîner, savoir gérer son temps, savoir garder un temps de repos, se reposer, ça c'est aussi important. Dites-vous aussi que là, vous êtes parti pour un marathon qui va durer longtemps, puisqu'entre là, le mois du presque novembre et le mois de septembre prochain, vous allez passer les épreuves, voire décembre, où vous allez passer les oraux. La période est extrêmement longue. Quand je parle de marathon, on est en plein dedans, hein. C'est vraiment un marathon que vous apprenez à courir. Il faut vraiment que vous preniez aussi du temps pour vous, voilà, dans cette prépa, au-delà de l'exercice de note de synthèse, il faut aussi savoir bien s'entraîner, se former, mais aussi avoir un peu de temps pour se poser et souffler, pour vraiment être prêt au mois de septembre à tout donner jusqu'au mois de décembre. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être sur la note de synthèse, sur l'exercice, avant qu'on passe rapidement à la présentation de ce qui vous est proposé par le CFJ? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez voir précisées? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des notes de synthèse et qui ont eu des difficultés ou sur celle de 2024? Non? Ça va. Alors juste, je vais vous présenter un peu ce qui vous est proposé par Mission Avocat. S'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser ou
ou à reprendre la parole à la fin, on aura un petit temps d'échange. Heu, L'offre qui vous est proposée aujourd'hui, vous avez plusieurs options, vous savez, avec, Mission Avocat, CFJ. Vous avez soit une prépa annuelle ou semestrielle, avec la possibilité de rendre 12 notes de synthèse et 6 séminaires de correction, donc en classe virtuelle. Ou vous avez l'option prépa estivale, avec cette fois-ci 8 notes de synthèse, 6 en accès libre et les 6 séminaires de correction, qu'on va retrouver. On fait l'effort de corriger vos copies en 48 heures. Ça, c'est un engagement qui est très important pour nous, pour que ce soit frais, pour vous quand vous avez votre correction. Je pense que c'est super important. On rend une copie de note de synthèse, on a passé 5 heures, on a mis toute son énergie dedans. On a rapidement envie de savoir, ce que vaut sa copie et c'est vrai que, on fait l'effort de corriger les copies en 48 heures. Alors ouvrez, hein, s'il y a le week-end, c'est possible que ce soit un tout petit peu plus long, mais on pense que c'est essentiel pour que vous puissiez progresser, rapidement en ayant encore, l'exercice qui soit frais dans votre tête au moment où, la copie, vous est rendue. 12 notes de synthèse dans l'année pour la prépa annuelle, c'est vraiment, super bien. Ça vous permet d'en faire une par mois, jusqu'à l'été et ensuite, quasiment, 1 par semaine, on va dire, sur la phase estivale. Un peu moins en espace en fonction, des notes que vous allez avoir. Vous savez qu'on vous propose une sorte de tutorat quand vous prenez la prépa annuelle, ce qui fait que vous avez un tuteur qui vous accompagne dans l'organisation de votre préparation, dans l'organisation, la gestion de votre temps, de vos révisions et cetera et du coup, on vous oriente aussi là-dessus sur la répartition de ces copies, comment répartir ces 12 notes de synthèse et les consultations que vous allez faire. Du coup, on vous accompagne aussi là-dessus. Mais 12 notes de synthèse, c'est vraiment très, très bien. Les 8 sur la prépa estivale, sont tout aussi satisfaisantes. Je pense que c'est suffisant d'en faire, 8. Voilà. Après, si vous en avez avec votre IEJ, c'est possible aussi que vous orientiez une, à votre IEJ, pour pouvoir avoir aussi un avis de quelqu'un de l'IEJ. Mais souvent, c'est pas très pertinent parce que c'est pas forcément ces personnes-là qui corrigent au CRFPA, donc bon, ça a pas vraiment d'utilité. Moi, je pense que l'IEJ, c'est important d'y aller pour le premier séminaire de méthodologie ou d'avoir des retours de vos camarades sur, les consignes de méthodologie qui ont été données, pour être sûr de ne pas passer à côté, d'un point de méthode, qui serait vraiment important, pour votre IEJ. Mais sinon, j enfin, les prépas sont souvent, Enfin, les étudiants sont assez souvent déçus, hein, par, les prépas des UEJ. Donc, je pense pas que ce soit utile après de persévérer avec l'UEJ, ce qu'on vous propose, c'est largement, suffisant et c'est je pense, en tout cas je l'espère, bien plus qualitatif. Donc conclusion, pour réussir la note de synthèse, bah, l'idée c'est qu'il faut, s'entraîner et si possible dès maintenant. Vous avez compris que c'est un exercice qui est assez chronophage, qui demande surtout de la méthode. Donc plus tôt vous commencerez à vous entraîner sur l'exercice, plus vous avez de chances de réussir. Donc c'est vrai qu'autant se débarrasser de cette matière, qui est vraiment une matière qui est plutôt, pratique que théorique et donc du coup être à l'aise avec la méthodologie de la note de synthèse au départ. Bosser à fond le droit des obliges aujourd'hui, c'est bien, mais ça n'empêche que vous devrez le rebosser, d'ici cet été, pour que ce soit frais dans votre tête. Tandis que si vous avez acquis cette méthode de la note de synthèse, que pour reprendre la question de Manon, vous êtes à l'aise avec le style qui est attendu de vous, bah, ça c'est bon, c'est capitalisé, vous n'aurez pas oublié d'ici cet été, donc c'est autant de temps qui est gagné. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une matière, qu'il faut travailler dès maintenant, clairement, c'est la note de synthèse. Essayez de vous entraîner, de vous débarrasser de ça tout de suite, d'avoir, rapidement des bonnes notes. Comme ça, vous pouvez laisser la matière de côté et puis vous réentraîner cet été après pour pas perdre la main, hein. L'idée, c'est d'en faire une par mois pour avoir vraiment gardé la méthode en tête, mais très rapidement pouvoir un peu alléger sur les notes de synthèse. Ça vous prend quand même 5 heures, c'est beaucoup dans votre programme de révision, donc autant s'en débarrasser le plus en amont possible. S'entraîner régulièrement, donc je vous le dis. Moi, au départ, je conseille à mes étudiants, de faire, peut-être 2 ou 3 notes de synthèse rapprochées, en tout cas au moins 2, pour pouvoir se corriger. La première, c'est un peu on se jette dans le grand bain, on a du mal à tenir ces 5 heures, souvent on fait beaucoup plus, on n'arrive pas à gérer, voire on abandonne. Donc du coup, sur cette première note de synthèse, bah, rapidement, il faut en faire une deuxième e pour pouvoir, du coup, bah, se formaliser avec l'exercice et puis, reprendre, un peu, les remarques qui vous ont été, proposé par le correcteur. Et ensuite, du coup, espacer et faire des notes de synthèse, une autre un peu plus tard, le mois d'après. Et puis, si vous arrivez à avoir, l'objectif, c'est d'avoir un 12, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Une fois que vous atteignez le 12, bah, vous espacez un peu plus, de sorte que vous gardez la main et que vous essayez à chaque fois de vous améliorer, mais sans qu'il soit nécessaire de faire plus de copies. Il est important aussi de s'entraîner dans les conditions réelles de l'examen.
S'entraîner dans les conditions réelles de l'examen, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter le timing des 5 heures qui vous sont imparties pour l'exercice. Souvent, moi, je conseille à mes étudiants de faire en sorte d'avoir un rendez-vous au bout de ces 5 heures pour être sûr de tenir vraiment les 5 heures et de pas dépasser. Donc, vraiment, essayer d'avoir les 5 heures. Essayez aussi de se mettre dans les conditions d'examen par rapport à votre espace de travail. Vous savez que pour le CRFPA, vous avez une petite table, vous n'avez pas un grand bureau chez vous, votre lit, je ne sais pas où vous travaillez, vous allez pouvoir vous étaler. Là, en l'occurrence, vous allez avoir un petit espace de travail. Donc, c'est important aussi de s'entraîner à travailler sur un espace restreint et de faire la copie dans 5 heures de suite. Coupez pas, faites pas 2 heures et puis je reprends et je m'y remets. Ça, c'est vraiment déconseillé. À la limite, pour la première, si vous n'y arrivez pas, pourquoi pas. Mais très rapidement, il faut vraiment avoir ces 5 heures d'une traite pour pouvoir vous entraîner dans des conditions qui soient celles de l'examen. Enfin, faire un bilan après chaque devoir, essayer de voir quels sont les points forts, les points faibles de votre copie, ce sur quoi il faut travailler, éventuellement s'auto-corriger. Vous avez votre correction de la note de synthèse, essayez de la refaire avec les commentaires qui ont été formulés pour voir si vous êtes capable de mieux faire, pour voir si vous avez compris les remarques qui ont été formulées. Ça, c'est très difficile à faire, vraiment. Pourtant, c'est vraiment une très, très bonne, un très bon exercice de se corriger soi-même et de refaire le travail, surtout si vous avez un plan qui était bancal, votre correcteur vous dit le plan ne va pas, bah, essayer de refaire un nouveau plan, de refaire une copie avec un plan, un nouveau plan pour voir si vous êtes capable du coup d'avoir de trouver le plan qui irait bien et de rédiger votre copie avec ce plan. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est dur à faire, mais je pense que c'est comme ça qu'on progresse vraiment beaucoup et que c'est assez efficace. Du coup, voilà, on a fini pour ce séminaire de présentation de la méthode, de petite présentation du sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous a un peu aiguillé? Il y a beaucoup d'informations, hein, je suis désolée, en plus avec la présentation du sujet, si vous ne l'avez pas lu, alors c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu court sur le sujet pour pas trop pénaliser ceux qui ne l'avaient pas lu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça a répondu un peu à vos interrogations, à vos attentes? Oui, alors moi j'ai une question, je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Je me demandais pour la prépa, enfin pour la prépa annuelle et la prépa de l'été, est-ce que si on fait la prépa annuelle, c'est la prépa, enfin je sais pas comment expliquer, enfin quelles sont vraiment les différences de travail? Est-ce que Euh, le travail est plus sur le long terme et donc c'est moins, mais la prépa estivale c'est beaucoup, enfin on voit exactement la même chose mais c'est plus dur, c'est ça? Enfin, je sais pas trop. Bah, en fait, effectivement, c'est plus sur la gestion de votre organisation pour votre prépa, en fait, hein. Sur la prépa annuelle, bah, vous avez toute l'année pour vous préparer. Le contenu est à peu près le même, hein, voilà, sauf que vous aurez plus de copies à rendre puisque vous allez vous préparer sur un plus long terme. Sur la prépa estivale, bah, c'est condensé. Vous allez avoir 2 mois et demi, on va dire, pour préparer le CRFPA. Et donc, vous aurez les sujets sur la période estivale et les cours qui vont suivre. C'est beaucoup plus intensif. Après, j'ai envie de vous dire que ça dépend de votre situation personnelle. Si là, vous avez une année qui est chargée parce que vous êtes en alternance, à la fois vous avez la fac, à la fois vous avez l'entreprise où vous bossez, ou voilà, il y a plein de cas différents. Euh, si vous n'avez aucune disponibilité avant cet été, bah, autant prendre l'option prépa estivale. Par contre, si vous savez que vous pouvez vous libérer du temps, voire à l'inverse, que cet été, vous ne pourrez pas vous libérer à 100% parce que vous avez aussi des contraintes sur l'été, et ce qui fait que vous ne pourrez pas être à 100% disponible sur l'été, ah bah, vaut mieux prendre la prépa annuelle. En prenant la prépa estivale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir être à fond pendant les 2 mois et demi de prépa estivale. Tandis que si vous voulez plus prendre votre temps, de vous mettre dans le bain, de vous préparer et d'espacer votre temps de travail, il vaut mieux prendre la prépa annuelle. Ça va? Ça répond à votre question? C'est parfait, merci beaucoup. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Non, c'est bon? Bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est pas forcément évident de faire ce séminaire de correction, surtout, je ne sais pas si vous vous êtes entraîné ou pas, donc c'est pas toujours facile. Puis c'est pas le sujet le plus fun qui soit, la note de synthèse. J'espère que voilà, que ça a répondu à vos attentes et que ça vous a un petit peu aiguillé sur l'exercice et sur ce qui est attendu de vous et sur ce qu'on vous propose à Mission Avocat. En tout cas, vous allez voir, c'est un exercice qui est quand même chouette. Ça fait un peu peur, mais en fait, c'est chouette. Vous allez creuser des sujets. Là, moi, j'avais fait
fait une note de synthèse sur l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, il y a un client qui me posait une question sur l'IA et sur la position du droit. Ben, je savais y répondre parce que j'avais fait une note de synthèse l'année dernière sur le sujet. Vous allez voir qu'en termes de culture générale, ça va vous apporter des choses. Il faut essayer de prendre le côté positif de cet exercice comme ça. Et puis, on va ensemble, on va y arriver. On aura la bonne méthode, le bon truc, et vous allez voir que vous allez gagner des points. Et du coup, avec des points d'avance sur la note de synthèse, le CRFPA, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'espère au moins vous avoir donné l'envie de faire la première et vous penserez à moi quand vous ferez votre première copie. Merci à tous pour votre attention et puis j'espère à bientôt sur un séminaire de correction ou en tutorat. Merci beaucoup, hein. Merci à ceux qui ont mis des messages, hein. Merci beaucoup.